Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. À nouveau, merci de votre fidélité, merci de vos soutiens, merci de vos encouragements, merci de vos critiques également. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir un vrai agriculteur. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui parlent dans tous les sens pour dire qu'ils défendent l'agriculture, ils parlent de l'agriculture. Il y en a beaucoup et ils sont parfaitement légitimes. Simplement, quand on leur dit, bon, comme on peut parler si bien de l'agriculture, nous avons regarder qui sont cultivés, ben ils n'ont pas cultivé rien malheureusement. Et là, donc c'est un vrai agriculteur qui va nous parler de l'agriculture parce qu'il cultive, il élève, donc c'est un vrai. Monsieur Émile Rosalie, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pas de problème. Je salue tous les Martiniquais qui nous regardent et puis à l'extérieur, ceux qui suivent l'émission. Il n'y a pas que des Martiniquais. Voilà. Il n'y a c'est pas pour ça que je des salue, Martiniquais. c'est de l'extérieur. Très bien. En tout cas, on va ce soir à la fois s'intéresser à votre parcours, parce que je pense qu'il est emblématique de ce que les Martiniquais peuvent faire. On dit qu'il y a beaucoup de talent dans cette île, sur cette île. Et puis en même temps, vous êtes quand même un représentant officiel, élu de l'agriculture. Bien sûr. Donc très rapidement, contrairement à d'autres de mes invités, vous n'avez pas 36 000 casquettes. Vous en avez deux qui sont importantes. D'abord, vous êtes le vice-président, l'un des vice-présidents de la Chambre d'agriculture, le troisième vice-président de la Chambre d'agriculture. Et puis surtout, vous appartenez à ce qu'on appelle un OP, c'est-à-dire une organisation professionnelle, dont le nom est Vergers et Jardins Tropicaux. Et comme son nom l'indique, vous êtes plutôt spécialiste des fruits et légumes, on va dire ça comme ça, voilà, exactement. en Martinique. Alors, j'ai pas envie de jouer la provocation systématique, mais est-ce qu'il n'y a pas trop d'organisations professionnelles dans l'agriculture? Parce que j'ai essayé de les recenser, je suis à plus de 60. Ben, c'est ce qu'on dit souvent, hein, et c'est la vérité, c'est vrai. On a du mal à peut-être à se rassembler, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui... Vous considérez que c'est une faiblesse de la corporation? Oui, c'est une faiblesse, c'est une division qui on en parle tous les jours, hein, nous empêche de nous organiser. Tandis qu'il y a trop de présidents, il y a trop de vice-présidents, trop de chefs. J'ai l'impression que chaque fois qu'on crée une organisation, voilà, elle crée elle-même, elle produit elle-même 3 ou 4. C'est ça. C'est-à-dire que quand on crée, je me rappelle qu'on avait créé Socopma et à côté on avait créé GAPEM, parce que dans le groupe il y a des mécontents et ils vont créer autre chose. En fait, ce qu'il faut faire, c'est rester dans le groupe et puis faire passer ses idées, quoi. Est-ce que vous pensez est-ce que c'est inhérent à la Martinique ou est-ce que c'est inhérent à l'agriculture? Parce que j'ai regardé aussi au niveau national, c'est pareil. Voilà. C'est pareil. Dans chaque région, il y a des organisations professionnelles. Dans chaque département, il y a des organisations professionnelles. À l'intérieur d'une culture, il y a 3 ou 4. C'est impossible d'avoir un dialogue avec... je sais pas, je dis comme c'est un métier de l'émotionnel, peut-être que... c'est vrai. C'est l'émotion qui prime. Oui, c'est ça. C'est du vivant, c'est des émotions. Il y a des gens qui croient dans des choses, ils veulent faire passer, etc. Et puis, c'est vrai que nous sommes peut-être pas des gens... nous sommes des gens de la terre et peut-être que nous n'avons pas, effectivement... vocation à nous structurer, quoi. Est-ce que et souvent les agriculteurs disent la première des mutations que nous devrions opérer, c'est de passer de agriculteur à chef d'entreprise. Oui, c'est exactement ça. Hein. On est obligé aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on a des comptes à rendre, on doit tenir une comptabilité, nous avons un public qui achète, qui est exigeant, et donc on doit effectivement tenir des cahiers, etc. Si quelqu'un nous demande une information, est-ce que tu as du chlordécone, est-ce que ceci, est-ce que cela. Donc je dis que l'agriculteur, vraiment, il est quelqu'un aujourd'hui qui est effectivement dans le fonctionnement de chef d'entreprise, exactement. Donc on va aborder ça. Parce qu'il je sais pas moi, il tient une comptabilité, donc forcément, à partir du moment où il tient une comptabilité, il rentre dans l'entrepreneuriat. C'est exactement ça. Là, vous venez de prononcer deux mots
qui sont des gros mots, chlordécone déjà, donc on va en parler, et puis comptabilité. Il n'est pas certain que, alors comme nous on a des chiffres sur les entreprises martiniquaises non agricoles, ben, les chiffres sont terribles, hein. Près de 70% des entreprises martiniquaises n'ont pas de comptabilité. Donc c'est pas étonnant que dans un secteur comme celui de l'agriculture, il y ait aussi des entreprises... Nous, on tient mieux parce que nous avons des aides. Et là, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Donc forcément... Bon, messieurs, prenez exemple sur l'agriculture. Voilà, chaque fois qu'il y a une sécheresse, qu'il y a un problème quelconque, ils nous demandent l'IAS fiscale, trois comptabilités, etc. Donc les agriculteurs ont intérêt à se tenir à carreau, sinon ils ne vont pas bénéficier des aides. Donc le premier mythe qui tombe ce soir, c'est que dans l'agriculture, c'est un peu mieux organisé que dans les autres secteurs. Ah, mais bien sûr, il y a des personnes qui étaient techniciens de chambre, qui sont partis ailleurs. Ils se disaient, oui, je vais arriver à la chambre des métiers ou à autre part, ou chambre de commerce partout, que les agriculteurs sont des ringards et tout. Et puis ils ont découvert que nous sommes des gens très bien organisés. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, ce soir, on va passer en revue toute une série de poncifs, de mythes, d'a priori, et chaque fois, vous me direz si c'est vrai ou si c'est faux. Mais on est là, on est d'accord pour dire un peu la vérité, parce que ce qu'on sait sur l'agriculture, c'est peut-être des choses ce sur quoi on s'arrête le plus souvent, qui sont des mythes ou des idées reçues. Donc on va essayer de faire le tri un petit peu de tout ça. Le premier mythe qu'il faudrait peut-être faire tomber, alors là, c'est pas à votre avantage, c'est clair, c'est que sans l'agriculture, la Martinique, l'économie martiniquaise, ça va pas bien. Est-ce que le poids de l'agriculture dans ce qu'on appelle l'économie générale, alors bon, pour les gens, moi j'aime bien l'idée que tout ça soit pédagogique. Alors on retient un critère qui s'appelle le produit intérieur brut. En fait, pour que tout le monde comprenne, c'est ce qu'on crée comme richesse. Voilà. Donc quand on prend ce qu'on dépense et ce qu'on reçoit, quand on fait la différence s'appelle la valeur ajoutée. Et quand on additionne toutes les valeurs ajoutées de toutes les entreprises, de tous les organismes en Martinique, ça fait 9 milliards d'euros, ce qui est considérable. D'accord. Et on dit, alors il y a beaucoup de défenseurs de l'agriculture qui disent, ben nous, sur ces 9 milliards d'euros, on produit beaucoup et on est très important. La vérité, c'est que c'est pas vrai. Oui, ce n'est pas vrai, mais c'est pas les sommes annoncées qui pèsent sur l'agriculture, mais c'est la valeur de ce que ça dégage. Très bien. Alors voilà. Quand on produit et qu'on nourrit une population, c'est pas comme si on vendait pas au tabou autre chose, mais c'est vraiment une mission de service public. Alors expliquez-nous ça. C'est une obligation. Parce que ce langage-là, ce que vous venez de dire, on l'entend très rarement. L'idée qu'à partir d'un igname, à partir d'une banane, à partir du manioc, il y a plus que la production de ce manioc. Bien sûr. Alors, expliquez-nous ça pour que les gens comprennent bien la valeur de l'agriculture. Mais bien sûr, c'est que la valeur de l'agriculture, c'est que ça maintient l'environnement, ça maintient les gens de la ruralité, ça maintient aussi les traditions. Ça veut dire qu'à partir de production, on est en fin d'année, il y a du groseille, on fait la fête, etc. Ça nous maintient de nos traditions. C'est ce que nos parents, effectivement, nous ont transféré toutes les histoires de donc ça c'est la valeur sociale, la valeur culturelle. Culturelle, c'est ça aussi. Mais il y a autre chose. Eh bien, les valeurs de santé aussi. C'est-à-dire que quand on est bien nourri, quand les gens sont bien nourris, parce qu'en réalité, c'est quand on a découvert le feu et que on a commencé, les hommes ont été obligés d'attendre. Parce qu'avant, quand on tuait un animal, on le mangeait cru. Il fallait se battre pour avoir son morceau. À partir du moment où on a découvert le feu, il fallait faire cuire la viande. Tout le monde se tenait bien et pendant que la viande est en train de cuire, on se faisait des projets. Et donc, le fait de maîtriser sa nourriture, on développe les portables, on développe la télé, on développe tout parce qu'on n'a plus à se préoccuper de son ventre. Parce qu'on dit ventre affamé n'a point d'oreille. Ça veut dire que, effectivement, oui, si les gens n'ont pas les moyens de se nourrir. C'est la valeur civilisationnelle de l'agriculture. Exactement. Mais qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous disent quand on a inventé l'agriculture, on a inventé la sédentarisation. Oui. Et on a inventé la guerre. Oui, bien sûr. Oui, puisqu'il fallait effectivement protéger, etc., se défendre, etc. aussi. Ouais. Oui, il n'y a pas que de mon côté. Voilà, c'est ce que je voulais vous entendre dire. Il n'y a pas que de mon côté. Ouais. En tout cas aussi, l'agriculture aussi déboule sur les cosmétiques, sur les médicaments.
Bon, on peut lister. Bon, si vous Sur faites de l'industrie, sur l'industrie l'agroalimentaire, ouais. la bonne cuisine, les chefs étoilés ont effectivement sont en contact avec une agriculture qui est de qualité, vous voyez. Donc, mais qu'est-ce qui empêche, par exemple, les agriculteurs, les organisations professionnelles, la Chambre d'agriculture, on va en parler tout à l'heure, de tenir ce discours-là aussi, de dire, au lieu de dire, bon, on pèse 10% du PIB, ce qui n'est pas vrai, c'est 2,5% du total de la richesse créée, mais on pèse beaucoup plus que ça parce qu'on crée autre chose avec nos produits. Qu'est-ce qui vous empêche? Moi, j'ai fait ce qu'il faut. Aujourd'hui, je fais du tourisme à la ferme. Ouais. Et dans mes discours, quand je reçois mon public, je parle de ça. Alors, on va parler... Et donc, cette partie-là qu'on développe justement, parce qu'on va dire à la Chambre d'agriculture, on n'a peut-être pas tous les moyens de communication. Bon, ça, c'est une discussion qu'on doit avoir. Mais en tout cas, nous, par d'autres moyens, notamment des activités comme touristiques, etc., on communique avec les gens. Et là, on est vraiment près de notre public et on peut bien expliquer des choses. Et je sais qu'il y a des messages que j'ai déjà fait passer. Et je me rappelle que je disais aux gens, chlordécone, ok, c'est dans le sol, vous pouvez prendre votre aliment, aller faire analyser. Par contre, s'il y a une maladie dans l'air, vous ne pourrez pas contrôler. Et c'est ce qui est arrivé. Ah ben oui. Donc, c'est toute la différence. Avec le Covid... Exactement, c'est ce que j'avais dit. En plus, très clairement, la grosse problématique du chlordécone, c'est que les gens ont du mal, et bon, c'est bien évidemment une difficulté majeure, à compter les morts. Oui. Et c'est ça. Oui, on ne sait pas. Voilà, le lien direct ou indirect. Et ça, c'est ça le gros problématique. C'est ça voilà. Tandis qu'avec le Covid, on est sûr que c'est ça. On va parler du chlordécone parce que de toute façon, on ne peut pas ne pas en parler. Mais j'aimerais bien revenir à votre parcours. Alors, commencez par quelques petites provocations sur l'agriculture. Mais vous, vous êtes le prototype du Martiniquais qui s'est sorti de la rue, tout seul, mais en même temps en lien avec son environnement. Ouais. Alors, très rapidement, vous êtes originaire du Robert. J'essaie de faire un port très rapide. Vous êtes originaire du Robert, ou sans nègre Robert pur et dur, en sachant que le Robert est une des communes les plus agricoles, et on le sait depuis très longtemps, bien sûr. De la Martinique. Et puis, vous êtes issu aussi d'un milieu rural, agricole. Qu'est-ce qui se passe au moment où vous rencontrez ce qu'on appelle le plafond de verre en classe de 3e, et puis là, plus rien? Oui, je me rappelle, j'ai le souvenir de ça. On était une belle classe, hein. Les gens avaient des bonnes moyennes, parce qu'à l'époque, on avait des très bons niveaux, parce que ça cravachait dur. Et nous, à la fin de l'année scolaire, du collège, on prenait du collège, il n'y avait que le lycée Chelcher, donc on prenait que 5 personnes. Donc alors racontez ça, parce qu'il y a des petits jeunes qui nous suivent de temps en temps, ils m'envoient des messages en me disant on apprend beaucoup de choses, etc. Ah oui. Dites-leur qu'en 1970, dans les années 70, ça ne se passait pas comme ça. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir la moyenne on pouvait être super bon. Super bon. Et bien, on choisissait 5 personnes par commune, et puis le reste, on mettait sur la feuille vie active. Vie active. Et personne ne s'occupait de vous. C'est-à-dire, en fait, vous passez d'un espoir absolu d'ascension sociale par l'éducation. Voilà. Et puis, finalement, on vous jette, quoi. Voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans cette situation. Parce qu'il y a une déperdition des matières grises, des gens qui sont partis à droite, à gauche, qui sont partis sur la métropole, etc. Alors, j'ai cherché. Et par contre, il y a des gars, les gens sont étonnés, ils sont des très bons aujourd'hui, ils ont créé des entreprises, ils sont des très bons. Les gens disent, ouais, mais il n'a rien fait à l'école, et pourquoi il fait ça? Mais c'est un très bon. Alors, j'ai cherché, j'ai retrouvé les chiffres, parce qu'à l'époque, on avait fait une étude pour une association qui s'appelle C2E, et on avait compté le nombre de bacheliers qu'il y avait eu en 1975. Bon, c'est pas très loin, puisque vous partez à Paris en 72. Ouais, 72. Bon, vous voyez, eh bien, il n'y avait eu que 750 bacheliers en 1975, contre aujourd'hui, il y en a 5000 ou 6000, donc vous voyez le décalage. Et surtout, 70% des bacheliers de l'époque ne sont jamais revenus en Martinique. Voilà. Et les gens qui ont eu leur bac dans les années 70-75, théoriquement, ils ont entre 60 et 70 ans, et
il devrait être au pouvoir aujourd'hui. Exactement. Donc il manque ça, enfin, au pouvoir politique, puis- économique, social. Et puis on a perdu aussi toute la partie culturelle, parce qu'on Exactement. s'en va avec l'âme du pays. Ouais. C'est nous qui devrions prendre le relais de ceux qui sont avant nous. Et non, moi je me rappelle bien que je suis étonné parce que quand on va en France et qu'on va chez des camarades et tout, on est étonné de voir les fêtes de Noël et tout qui sont comme il y a 40 ans, 50 ans. Eux, ils ont gardé. Oui, ils ont fermé ça, alors que nous, Ouais. on a perdu parce que les gens qui étaient là ont été obligés d'inventer autre chose. Donc ça, c'est très important. Alors il y a des gens qui me reprochent de faire toujours dans l'histoire, de pas de parler de modernité, mais on voit bien le lien entre cette fameuse histoire et la modernité d'aujourd'hui. En fait, la Martinique d'aujourd'hui, c'est une Martinique à laquelle il manque des milliers de gens Des qui auraient milliers de pu gens, voilà. être au pouvoir. Voilà, on a vidé le pays. Et je pense que les maires de l'époque, ils étaient à l'aise parce qu'il n'y avait pas de gens pour réclamer maison, réclamer travail, réclamer. Les gars devaient se frotter les mains parce que les avions transportaient des gens comme ça. Et en plus, moi, je pense que c'était un piège parce qu'en réalité, nous, on tombait à la poste, etc. Donc, on était une main-d'œuvre. Alors, on nous avait arrêtés à la classe de troisième, on savait lire, écrire, on avait un bon niveau, mais correspondait à leurs besoins. Donc, on nous faisait partir et aussitôt qu'on arrivait là-bas, on trouvait du travail tout de suite à la poste, au trésor, etc. Tous les Antillais, on y était, puisque c'était quelque chose qui était préparé. Et c'est pour ça que quand je me souviens que Darcy avait fait un lycée à l'époque, etc., les gens disaient, ouais, il a dépensé, etc. Je me dis, merde, s'il y avait eu ce lycée-là à l'époque où moi j'étais en troisième et tout, qui avait de la place, comme aujourd'hui, peut-être que ma génération, on serait allé beaucoup plus loin. Dancière et Césaire, et surtout Césaire, dit... Ils comprennent tous les deux que finalement la colonie, c'est un peu ça. Ouais. C'est empêcher aux Noirs d'avoir accès à l'éducation. Exactement. Et ils créent plus d'une dizaine de lycées dans les années 80. Voilà. Et ils permettent à la Martinique de Exact. faire un bond économique. Donc on leur doit au moins ça. On leur doit au moins ça. Et après, quand on retourne vers nos parents qui, eux, n'ont rien eu, pour nous, c'était terrible parce qu'on avait des parents qui ne savaient pas lire, écrire forcément, etc. Et qui devaient. Alors, ce qui était intéressant pour nous, ils avaient de la discipline. C'est-à-dire que nous pas de qu'à traîner, on ne faisait pas n'importe quoi. Et ça a permis à des gens d'évoluer. Mais eux-mêmes, les pauvres, vous vous rendez compte, quand on réfléchit aux gens, on leur dit, mais comment, qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qu'ils doivent se dire? Alors, nous, on n'a eu aucune chance d'étudier, de devenir médecin, de faire autre chose. Et que nos petits, eux, ont souffert de ça. C'est ça, exactement. Donc, c'est un coup terrible. Bon, votre exemple illustre bien ce qu'était la Martinique. Oui, bien sûr. Et on comprend mieux la Martinique d'aujourd'hui grâce à cet exemple-là. Bien Donc, vous montez dans un avion, c'est bien ça. Avec ma tante, avec ma tante. Et vous partez, vous êtes de la génération, ce qu'on a appelé la génération Bumidum. Même si vous n'avez pas bénéficié. Un peu baby-boom, parce que nos parents avaient au moins, à l'époque, attention, nos parents avaient entre 4 et 8, en moyenne. 12, 15, c'était ça. Parce que de toute façon... On était plus nombreux que les anciens. On était, à cette époque-là, la Martinique était extrêmement jeune. Tout à fait. Et il y a eu un boom démographique. Voilà. Et vous avez 18 ans, vous arrivez à Paris, et boum, vous trouvez du boulot. Oui, je trouve du boulot. C'est-à-dire que je suis avec mon cousin pour le premier jour. On traverse une rue et on se fait attraper. Les gens nous tirent, les vêtements, nous font rentrer. Venez, vous voulez pas travailler? Maroquinerie, manutention, parce que ce n'est pas des choses très techniques. Donc les gens nous appelaient, les gens nous suppliaient de venir travailler. Et je me souviens qu'avec... C'est dingue ça. Hein? Mais oui, et un an après, on a ouvert le premier ANPE à la Haute Javel, dans le 15e. Et avec mon cousin, on a été pour une formation, et mon cousin voulait faire électricité. On lui a dit, est-ce que vous restez tout de suite, quoi? Est-ce que vous commencez en formation tout de suite? Parce que c'était vide, il n'y avait pas de chômage, il n'y avait rien, quoi. C'était la fin des 30 glorieuses. Donc la vie était facile. Je me souviens qu'avec ma tante, on allait au Hall, et tous les Antillais arrivaient, ils ramassaient les queues de porc, les mascottes de... on dirait que c'était pour les... On disait que les Blancs ne mangeaient pas. Ne mangeaient pas. Les mous, etc. Et c'est nous qui leur avons appris à manger des têtes de poisson, toutes ces choses-là. Et tous les Antillais ramassaient ça, quoi. C'était pour eux... Bon, il faut rappeler qu'à l'époque, les Halles, c'était un peu le marché de Paris. Voilà. C'était un peu le Rungis de Paris. Après, l'année d'après, ça a été Rungis, tout de suite après. Mais tous les Antillais se rendaient là pour effectivement ramasser. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de cette époque-là? Parce que très, très concrètement, on est loin de l'agriculture, là. Oui. Alors, ce que je retiens, c'est des moments difficiles parce qu'on n'est pas en contact avec les parents. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de téléphone chez eux. Donc, quand vous êtes là-bas... Qu'est-ce que vous faites pour avoir le contact? Vous écrivez? Beaucoup. On écrit beaucoup aux copains, on raconte des choses. J'ai des courriers toujours, mais c'est extraordinaire.
ce qu'on décrit, ce qu'on voit, des choses extraordinaires. Par exemple, Paris, c'est le choc. Ouais. Quand on voit des crottes de chiens sur le trottoir, des choses comme ça, et moi, quand ça regarde, les gars disent, mais c'est pas vrai. Paris, c'est un pays extraordinaire, d'autant plus que nous, quand on était plus jeunes, on voyait des gars sortir de métropole, costumes, etc. Les gars disaient des termes comme boîte de nuit, comme piole, des choses comme ça. On entendait tous ces mots-là. Et on arrive et on découvre qu'une piole, c'est quoi? Une piole, c'est une maison, une petite chambre qui est en haut des immeubles bourgeois, sous les toits. Ouais. Il y a la toilette commune, etc. Et en fait, la misère. Quoi. La misère, on est choqués, quoi. Parce qu'un beau copain qui est venu, il était préleur avec ça et tout. Et puis, il nous invite, et puis on va, et puis on dit, mais où est-ce que tu habites? On pense que c'est le couloir, on voit que c'est une petite chambre, et c'est le choc. Est-ce que ce que vous racontez là ne nous permet pas de comprendre et de répondre aux gens qui critiquent en permanence les Martiniquais en disant « Ouais, mais vous ne comprenez rien, vous n'avancez pas, etc. » Est-ce que cette distance extrêmement courte entre la modernité d'aujourd'hui et ce que nous étions il y a 40 ans ou 50 ans, avec un retard considérable, le fait que nous ayons rattrapé à une vitesse phénoménale ce retard, est-ce que c'est pas ça qui explique que forcément ça ne fonctionne pas tout le temps à 100%? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que nous sommes dans du rattrapage, et puis la conscience mûrit vite. On découvre rapidement, puisqu'on est tellement... on va dire en pression de cette vie qui est compliquée et tout. Et nous, quand on arrive sur la France et tout, et puis on commence à voir l'organisation des gens, moi je me rappelle mon premier travail, j'ai travaillé dans un magasin de chaussures et tout, et la première fois, le gars me dit, bon, voilà, tu prends le diable. Alors, un diable, c'est quoi? Je sais pas, moi, un diable, je dis, quel diable? Parce que je sors de Martinique, je dis, diable. Comme il y a des diables ici, moi, un diable. Et il me montre le truc qui est le diable et tout, et il me dit, bon, tu décharges le camion, tu ramènes là et tout, on a un quart d'heure pour manger. On a une demi-heure pour manger, un quart d'heure pour aller vite et revenir. Et moi, je suis au restaurant, avec ma lenteur d'antillais, je prends mon temps pour manger comme chez ma maman et tout. Il me dit, fais vite, fais vite, fais vite. Et puis on retourne à toute vitesse. Et puis, bon, j'ai beaucoup de mal parce que je ne suis pas habitué à ce rythme et tout ça. Ouais. Et puis un jour, je rentre toutes les chaussures et tout s'effondre et tout. Et puis la personne qui te reçoit vient, m'engueule et tout ça. Et puis un moment, vers le vendredi matin, je me rapproche du bureau et j'entends le directeur dire à la dame que oui, les Antillais, ce sont des lymphatiques, ce sont des fainéants et tout. Et ça m'a blessé profondément. Et je crois qu'à partir de ça, je suis retourné chez ma tante et tout. Ma tante m'a dit, comment tu as l'air triste et tout ça. J'ai entendu des choses qui m'ont choqué. C'était le début de la conscience. La prise de conscience. La prise de conscience. Ouais. Et ce jour-là, j'ai pris mon choc. Ah oui, j'ai compris quelque chose ce jour-là. Alors derrière, il y avait bien évidemment des images d'Épinal, entre guillemets. Exactement. D'espèces de couches de racisme, de discrimination raciale, de préjugés, etc. Et là voilà. Votre virginité. J'ai pris un choc. J'ai pris un choc ce jour-là. Ah oui, terminé. Et là, j'ai raconté à ma tante et ma tante m'a dit, voilà, ici on bosse quoi. Et je crois qu'à partir de ça, après j'ai travaillé à la Poste et j'étais tellement choqué que j'ai fait une démonstration. Je travaillais de 5h à minuit. À 11h30, comme j'étais pas loin de mon travail, et je me réveillais... Quand vous dites 5h, c'est 17h. 17h, oui. D'accord. Je me réveillais à 5h du matin pour me retrouver à Journal Équipe ou à Readers pour faire 10 heures supplémentaires. D'accord. Je voulais démontrer que je suis un bosseur. Et je finissais tous les jours à 4h. Toute la journée, et ma tête m'avait donné ça, et elle m'avait expliqué qu'ici, il y a du boulot, il faut que tu travailles pour gagner de l'argent, c'est comme ça ici. Et j'ai pris le rythme, et je me suis habitué. J'ai voulu démontrer que nous ne sommes pas les fainéants qui disent, c'est parce que nous ne sommes pas effectivement habitués. Si on était si fainéants que ça, il n'y aurait pas eu déjà l'ensemble des fonctionnaires qui ont sorti les services administratifs de la Poste, de la Santé, de la police, des impôts pendant les 30 Glorieuses, et puis les 300 siècles d'esclavage. On n'a jamais été payé. On n'a pas été payé. Bon, là, très clairement, on a bien compris que vous regardez votre environnement, et puis finalement vos complexes. Parce que oui, bien sûr, on a énormément. Ah oui, on a énormément de complexes. Mais bien sûr, parce que déjà dans notre pays, on a des complexes d'infériorité. Nos parents ne sont pas riches, etc. Il y a des couleurs de peau. Ouais. Il y a, je pardonne aussi, mais il y a ceux qui sont déjà instruits, qui effectivement, parce que quand on m'a demandé pour l'école du garçon du Robert, on l'a cassé. On m'a demandé, Français veut me demander mon avis et tout ça. J'ai dit, on a fait tomber les murs d'alimentation parce qu'on prenait des cours. On prenait des cours pour étudier et tout ça. Donc,
on a souffert alors qu'on était des enfants corrects et donc il y avait du mépris aussi. Même des enseignants qui étaient que je pardonne parce qu'eux aussi ils ont souffert aussi. Ouais. Mais les gens souvent infériorisaient les élèves, couleur de peau, on vous mettait au fond de la classe, on versait de l'eau sur la tête de gars qui sortent de la campagne, avaient fait le manger lapin, avaient déjà fait des travaux, aller chercher l'eau et tout, qui marchaient à pied et tout, et qui effectivement sans nourriture, parce que moi quand j'ai débuté à l'école du Robert, on n'avait pas de cantine encore. Ouais. C'était 10 francs pain, 5 francs bain. Et puis on court, et puis on va à la fontaine, on boit de l'eau. C'était ça le midi. Donc, mal nourri, le cerveau n'est pas irrigué. Ouais. Et donc, les gars qui ont percé à l'époque, intellectuellement, on peut dire que ce sont des champions. C'était des bien vrais sûr. champions. Ah oui. Alors, ce qui est intéressant là, c'est que vous restez une petite dizaine d'années Oui, à Paris, Oui. en particulier. Oui, oui. Et puis, vous passez de la poste oui. à la restauration. Oui, c'est ça. Expliquez-nous ça, quoi. Eh bien, un moment, j'ai fréquenté. Alors, bon, je dis, Alfred Marie-Jeanne venait à Paris et tout. Et Il était déjà là. Oui, et j'étais avec je travaillais à la poste avec un collègue et il me dit bon, je vais t'emmener dans un endroit. Ouais. Il m'amène dans l'endroit. Racontez-nous ça, parce que Alfred ne nous a jamais parlé de ça. Donc, Non. Ouais. Et il y avait un prêtre ouvrier qui était à Saint-Michel et qui nous recevait. Et on avait des réunions révolutionnaires, etc. Et moi, on me faisait lire des livres, des choses que j'avais jamais lus. Pour noir, masque blanc et tout. Là, je commence à... Il y avait un conditionnement qui était en jeu. Ah oui, et moi-même, ça commence à me mûrir. Je me dis, mon univers commence à changer. Je me dis, moi, quand j'étais à l'école, on me disait mon nez plat, etc. Et c'est quand je suis arrivé là-bas que j'ai vu que c'était originel. J'ai vu les Africains, j'ai vu. Ouais. On commence à comprendre parce que toutes ces choses-là, on ne nous les dit pas à l'école. On ne connaît pas nos origines, on ne parle pas de l'Afrique, on ne parle pas de tout ça. Donc c'est là qu'on découvre tout ça. C'est là la traduction. Exactement. La traduction de l'assimilation. Exactement. De système d'éducation nationale assimilé à celui. Exactement. Et c'est quand vous partez Oui. que vous prenez conscience de votre identité. De notre identité, voilà. Et Mais là, bon, racontez-nous Alfred, parce que qu'est-ce qu'il venait faire dans ce non, foyer là il faisait des réunions politiques. Et effectivement révolutionnaires. développer- Et révolutionnaires. Enfin, vous avez failli poser des bombes, monsieur Rosali. S'il avait continué, peut-être. Mais ça m'a servi beaucoup parce Ouais. que ça m'a vraiment, c'est un bon service que ça m'a rendu parce que ça m'a mis en contact avec certaines personnes et ça m'a libéré de mes complexes, d'un certain nombre de choses, quoi. Ouais. On voit bien la transition. Donc, à la fois votre maturation politique et puis aussi envie de changer. Parce qu'en clair, quand vous restez à la poste, vous risquez qui m'a choqué, toute la vie. Oui, ce qui m'a choqué un jour, c'est qu'après 4 ans, 5 ans de poste, j'avais dans une poste où les petites postes où on vend on vend les timbres et tout. Et moi, j'avais un antillais qui est un gros ventre, qui est un peu etc. Et puis je le regarde et puis je me dis, mais c'est pas comme ça que je vais finir. Je vais pas passer ma vie. Parce que lui, à mon avis, devait avoir plus de 10 ans. Ah oui, plus de 10 ans. J'ai dit, je suis retourné après, je dis, les gars, je pars. Et ils me disent, mais non, où tu vas? J'ai dit, non, j'ai mon idée. J'attends de faire mon service militaire et là, je vais. Alors, c'était quoi cette idée? Parce que j'ai bien l'impression. Eh bien, mon idée, c'était justement revenir de mon pays et puis reconquérir, montrer qu'on est capable. Donc, Il y a beaucoup de gens qui sont à l'étranger. Ouais. Mais c'est vrai que même des fois, j'ai mon fils qui est en Guyane, je leur dis, le combat c'est ici. Quand tu es Martiniquais, quand tu es bon, viens sur le terrain ici. Ouais. Parce que c'est là que c'est difficile. Viens ici. viens montrer ce que Viens ce dont montrer tu es ce que tu es capable. capable de faire. Ouais, tu peux me montrer que tu as déjà fait le tour du monde, tu as fait New York, tu es allé à Singapour, tu es bac plus ceci, cela. Viens ici. Viens ici. C'est ici que le combat est. Viens montrer. Moi, je voulais apporter à mon pays. Moi, je voulais être disponible pour mon pays. Voilà, c'est ça. Alors, c'est quoi on a bien compris là l'émancipation, appelons ça comme ça. Oui. Mais derrière, vous avez vous tenez malgré tout à créer. C'est bien ça? Oui, à créer. Oui, c'est ouais. ça. Ce que je voulais surtout aussi, je ne voulais pas, alors c'est peut-être, c'est important ce que je dis, je ne voulais pas qu'on me dise ce que je dois gagner. C'était ça, un moment. Parce que je regarde le salaire, je me dis, mais non, je ne peux pas toute ma vie avec ça. Ouais. Moi, je vais être libre de gagner ce que je veux. Mais c'est un état d'esprit. Et c'est pour ça que j'ai fait un cheminement, parce qu'en réalité, j'ai côtoyé des gens, à un moment de ma vie, c'était des métros et tout, qui avaient des entreprises et tout. Et moi, je regardais, je me disais, mais comment ils font? J'avais quelque chose qui tournait dans ma tête. Et ça, c'est lié en particulier au service militaire. Oui, au service militaire où j'étais à l'infirmerie et chauffeur.
Et tous les gars, les 25 des planqués, c'était des fils des petits bourgeois. Donc c'était des gars hyper diplômés qui étaient médecins, notaires, tout ce que vous voulez, qui passaient et qui effectivement m'invitaient chez eux. Le week-end, venaient me chercher. Et j'ai trouvé des gens qui avaient tellement d'humilité, de simplicité, mais qui avaient des pouvoirs d'argent énormes, mais qui ne le montraient pas. Mais qui avaient aussi du savoir-faire, qui travaillaient. Et ça change votre vie. Ça. Mais bien sûr, j'observe tout ça, je regarde, je réfléchis, je me dis, mais je commence à comprendre et je commence à voir mon pays en bas comme ça. Je commence à nettoyer ma tête de tout ce que j'ai souffert dans mon pays, avec des complexes, avec des souffrances que j'ai eues. Et je me suis dit, bon, à un moment, je suis prêt. Maintenant, ça y est. Mais pour que les gens comprennent bien, là, il y a un choc culturel énorme, bien sûr, évidemment. Oui, bien sûr. Parce que, déjà, vous découvrez une ville qui est une mégapole. Ah oui, bien sûr. Vous êtes dans une époque où l'argent coule à flot. Coule à flot, travail, il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème pour travailler, voilà. Je pense que les gens qui nous écoutent mesurent bien la différence La avec différence aujourd'hui. Oui, bien sûr. Et puis, vous mesurez le décalage avec la Martinique, votre pays. Oui, bien sûr. Où vous dites finalement... Je sors d'un pays du tiers-monde. Exactement. Parce que ce que je retiens de ce que j'ai entendu, c'est que à cette époque, finalement, à la Martinique, il n'y a pas d'argent. Non, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent parce qu'il n'y a pas les gens ne touchent pas une grosse retraite. Les allocations familiales, c'est vraiment de rien du tout. Il n'y a que les fonctionnaires qui commencent effectivement à les 40%. D'ailleurs, c'est 40% qui nous ont fait très mal, puisqu'en réalité, on a fait une injustice. Une partie de la population touche 40%, et ils sont devenus, comment dire ça, je ne vais pas les accuser. Non, mais vous avez le droit. Dans cette émission, vous avez le droit. Non, je n'accuse pas, mais je dis qu'il y a des choses qui nous entraînent à d'autres faits. C'est-à-dire que vous touchez 40%, vous avez une servante, vous avez ci, vous avez ça, etc. Et vous reprenez la place de celui qui est vous êtes un peu, pas la, comment je vais dire ça, vous êtes quelqu'un qui domine maintenant. Oui, vous êtes un nouveau maître. Vous êtes un nouveau maître, voilà. Vous êtes un nouveau maître parce que vous tenez l'argent, d'accord ? Vous prenez un crédit, vous payez, etc. Parce que c'est vous seul qui avez de l'argent. Et donc, bien évidemment, ça crée dans la tête des gens une forme de justice. C'est ça. Ça a mis un fossé entre nous. C'est une nouvelle classe sociale. Exactement. Alors, il faut rappeler quand même que ça naît de la décision du général de Gaulle en 1959, de créer une administration. Voilà. Et les gens qui ont même la moitié de nos diplômes deviennent fonctionnaires, deviennent enseignants, deviennent... Alors, ça a créé quand même un boom économique considérable en Martinique. C'est sûr. Mais les inégalités ont flambé. Ils disent que c'est une victoire, c'est une demi-victoire, parce qu'on n'a pas donné à tout le monde. Ce soir, messieurs et mesdames, les fonctionnaires, les fils de fonctionnaires, etc. Non, alors je voulais rappeler que dans ma famille, j'ai des fonctionnaires. Écoutez, je suis héritier de ça. Donc mais il y a une réalité économique. Il y a une réalité économique sociale. Et ils sont entrés dedans, mais ce n'est pas de leur faute. C'est quand vous voyez ce que je dis, on vous propose ça, ça existe, vous rentrez dedans. Vous ne le cherchez pas forcément. Alors, je vais vous donner le chiffre. Si le salaire, c'était 100 en 1960, il est passé dans les années 70 à 1000. Voilà. Ça a été multiplié par 10. Exactement. Alors que dans les campagnes, chez les personnes les plus modestes, mes parents n'ont jamais été salariés. Oui, jamais vu de circulant, jamais vu mes parents manipuler de l'argent. Ça, je ne pouvais pas avoir cet esprit-là. Alors, on vivait dans la ville, tous les gars du Robert. On vivait de petits faire gris, faire tous les petits trucs. Quand tu es un mariage, tu restes qui, le troc. Le troc. Et puis, les gens, quand même, étaient assez tolérants. Bon, il n'y avait pas tellement de violence. Mais le cinéma, il y a le cinéma du prêtre, il fallait faire un faux ticket pour rentrer, etc. Ça nous a bien amusé. Ce sont des anecdotes qu'on raconte et qui sont extraordinaires. Alors, vous faites une dizaine d'années, comme on dit, là-bas. Oui. Vous rentrez et vous dites, moi, je veux créer mon restaurant. Voilà, je veux créer mon restaurant et c'est là que je prends un deuxième choc, c'est que je me suis rendu compte qu'on crée un restaurant, mais il faut avoir de l'argent, il faut avoir un capital. Et je découvre que c'est une idée, c'est une bonne idée. Et c'est pas ce qui court les rues en Martinique. Non, du pas capital du tout. Pour quelqu'un qui vient de classe modeste, etc. Voilà. Je n'ai aucun moyen, voilà. Et donc, je travaille quand même dans des restaurants et je me mets à mon compte. Je fais du boudin, je fais des sirifas. Je me souviens que j'allais livrer des sirifas aussi à Mammouth, l'ancien Mammouth et tout. Ouais. Et je prenais le taxi, je mettais ça sous mes jambes. Et les gens dans la voiture nous disaient, on se met à table parce que... J'étais qu'à prendre l'odeur. Et j'étais payé à un mois et demi. Mais c'était pour maintenir le mois. Ouais.
Alors, il faut rappeler que le mammouth en question, c'était à Cluny. Oui, c'est ça? c'était le premier. C'est le carrefour Cluny d'aujourd'hui. Exactement, mais c'était l'un des premiers GMS. Enfin, je Ouais, sais pas comment on dit ça. les grandes et moyennes surfaces. Voilà, grandes et moyennes surfaces. Bon, et puis finalement, vous... Alors, il y a deux rencontres, qui m'ont passionné. Oui. C'est la première, c'est avec ce directeur de CFA, Oui. Monsieur Charles Virassami. Charles Virassami, oui. Et là, il change votre vie, à nouveau. Oui, c'est ça. Comme un destin, je fais du stop, comme je suis moitié franciscain et aubertin. Donc, je vais dans ma famille au François, donc à Chopot. Et puis, il me prend un stop, et puis on discute, et puis je lui dis, il me dit, où est-ce que je vais à Chopot, ma famille. Et il me dit, effectivement, lui cherche un terrain pour construire, habiter par là. Il dit, bon, moi, je ne suis pas propriétaire, c'est ma mère, si c'est autre chose. Et je lui dis, bon, mais par contre, moi, je cherche du travail. Bon, Vous avez fait un deal. Ouais, un deal et tout. Il m'a dit, non, moi, non. Je viens de prendre l'emploi là, directeur, on n'a pas beaucoup de fonds et tout. Il me dit, par contre, on met en place quelque chose, on veut changer la culture martiniquaise. C'est un BPA qui va déboucher justement sur la diversification. Et moi, je lui dis, mais moi, j'ai pas de terre. Il me dit, bien, aucun problème. Il dit, il y aura beaucoup de candidats. Et quand j'arrive justement dans la salle, il me voit, il m'a reconnu. Et voilà, il m'a dit, bon, ça y est, c'est bon. Et donc, j'ai été retenu par les 25 qui ont fait la formation pendant une année, quoi. Et donc, c'était le début, justement. Alors, on rappelle que c'est le début des années 80. Oui. Et le mot diversification. Oui. Alors, allons s'arrêter sur ça. C'est un jardin créole. Parce que, en fait, le mot diversification, les gens mettent tout et n'importe quoi dedans. Oui, oui. Et si on veut résumer l'histoire de la Martinique, c'est les cultures, les grandes cultures d'exportation. Oui, alors je voulais rappeler, ouais. juste un peu sans interrompre, je voulais rappeler que quand moi j'étais avant en 1980, les trois grandes cultures qu'on trouve à Maroc, c'est ananas, canne et banane. J'allais oui, le rappeler. Ça, oui, voilà. Ça, c'est pendant des siècles. Oui, voilà, pendant des siècles. Pas l'ananas. L'ananas un peu après. Ouais. Mais c'était la canne avant et après la banane. Bon. Et le mot diversification, c'est le changement. Oui, c'est le changement. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi les gens comprennent? Alors, je vais dire quelque chose. On n'enseigne pas ça. Ouais. On n'enseigne pas ça. C'est ce qui m'intéresse. Non, c'est que c'est un mot. C'est un mot qui veut dire jardin créole. Mais, en fait, pas fait bonhomme, pas fait corne, pas fait zone. Voilà. Et puis faire l'autre bail. Voilà, c'est un jardin, on peut dire, qui permet d'utiliser le terrain dans toutes ses facettes. Ouais. Parce que nous, je veux dire, à l'époque, les terres qu'on a héritées dans les années 80, on disait zotais. C'est-à-dire que les pentes, vous appelez ça zotais. Mais oui, parce que c'était des terres en pente, on était comme des cabris accrochés à planter ces terres-là. Ouais. Tous les gars de l'époque, tous mes collègues, même ceux qui sont déjà décédés, je veux dire que ce sont des gars vraiment courageux. C'était une passion, parce que travailler dans des conditions, et je voulais juste raconter une anecdote, c'est que nous sommes allés, dans ces années-là, nous sommes allés en Vendée avec le syndicat et tout, et nous sommes arrivés dans une grande salle où on nous dit de nous présenter. Alors, on était à peu près 25 personnes. Et quand on commence à se présenter, je lui ai dit, moi, j'ai 1 hectare. Moi, j'ai un demi-hectare. Moi, j'ai 4000 mètres carrés. Alors, les gars, ils commencent à sourire. Mais la dame qui nous avait accompagnés, qui était déjà venue ici, elle a dit, vous pourrez rire quand vous êtes dans vos tracteurs climatisés et tout. Mais vous ne tiendrez pas au soleil, dans les pentes, toute une journée, en plein soleil. Ouais. Aucun de vous ne pourra tenir la distance, parce que ça sera plus compliqué pour vous. Et tout le monde s'est éteint. Ouais, et c'est ça qui, ce jour-là, m'a fait voir quand même que nous, dans les conditions dans lesquelles nous travaillons, et ce qu'on arrive à sortir, on est quand même... on est des bons. Félicitations. On est Félicitations. des bons. Alors, il y a un deuxième choc chez vous, c'est que, bien évidemment, vous êtes jeune et vous cherchez des terres. Oui. Et le choc, c'est avec... le docteur Aliker. Oui. Alors, racontez-nous ça, parce que les gens, là, à mon avis, ils vont halluciner. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je cherche de la terre et je rencontre un gars qui s'appelle Léo Tur. Et donc, on discute et il me dit, lui, il était déjà plus âgé que moi, mais déjà une personne du monde agricole. Et il me dit, il faut une organisation. Et il me dit, on va créer l'AJAR, l'Association des jeunes agriculteurs du Haut-Vert. On le crée. Et il me dit, maintenant on l'a fait, il faut chercher de la terre. Alors, lui, il avait déjà du terrain, donc moi, c'est moi qui dois chercher, puisque j'en ai besoin. Et je fais des recherches. Et j'arrive à la mairie de Haut-Vert, et je regarde les cartes et tout, et je dis, la carte des terres du Haut-Vert, je vois que cette partie-là n'est pas occupée et tout. Et quand je demande à l'agent, il me dit, oui, il y a 60 hectares ça appartient à la ville de Fort-de-France. Mais
Attention. Attendez, allons faire un stop là. On remet les choses à plat. Vous êtes en plein milieu du Robert. Oui. Et en plein milieu du Robert, Oui. il y a au total des dizaines d'hectares Oui, bien sûr. qui appartiennent à la Oui. ville de Oui, Fort-de-France. des acteurs qui appartiennent à la ville de Alors, Fort-de-France. expliquez-nous ça, parce que Alors, les gens ne vont pas nous croire. Oui, comment c'est arrivé, c'est que d'après ce qu'on m'a raconté, c'est que la ville possédait l'emplacement de la Sarah et la chambre de commerce possédait le moulin à vent, c'est les 60 hectares de moulin à vent. Au Et Robert. comme il fallait implanter la Sarah, ils ont fait un deal. Mais La ville de Fort-de-France a donné le terrain de la Sarah, oui. et la chambre de commerce, en échange, oui, a donné le Robert. le Robert. Donc, en fait, Aimé Césaire se retrouve Propriétaire avec au Robert. 60 hectares au Au Robert. Robert. Voilà, exactement. C'est de la folie furieuse. Exactement. Et vous tombez sur ça et vous dites, mais ça doit être café bizarre. Oui, voilà. Et Ouais. on me dit, j'ai aucune chasse. Donc je me rebiffe, je laisse le temps passer et je rencontre le camarade. Et lui, il a beaucoup plus d'expérience. Il me dit, mais non, est-ce que tu as demandé au propriétaire? C'est lui le propriétaire. Je dis, non, c'est quelqu'un. Il me dit, mais non, par un employé, il n'a aucun pouvoir. Et le propriétaire en question, c'est la ville de Fort-de-France. Voilà. Et un jour, je suis en train d'écouter la radio, j'entends le docteur Alker qui dit qu'il faut, l'agriculture, il faut balancer. Et je saute dans une voiture et j'arrive à Fort-de-France. Et quand j'arrive dans son bureau, il me dit, bonjour, vous êtes venu pourquoi? Vous êtes malade ou... Je dis, non, je suis venu pour effectivement vous parler de... Il m'a dit, c'est du terrain du Robert et tout ça. Je dis, oui. Il m'a dit, ouais, mais vous êtes là... Je ne sais pas combien de personnes qui vous êtes déjà passés, tous les agriculteurs et tout, mais venez, je vais vous montrer pour qu'on en finisse parce que vous allez porter le message. Il ouvre une carte et il me dit, voilà, là, c'est la prison de Ducos qui s'est raconté dans cette partie-là. Là, c'est déjà coupé en morceaux pour les gens du Robert qui travaillent à la mairie. Donc, ils ont déjà Un lotissement. un lotissement pour eux, des parcelles et tout. Là, ça va être réservé pour une histoire de colonie de vacances, etc. Et puis, il y a 20 hectares qui est réservé, ou 17 à la ville du Robert pour s'agrandir et tout. Donc, il me dit, bon... Donc, en fait, il vous dit, il n'y a pas de place pour les agriculteurs. Il n'y a pas de place. Et moi, je pars, je lui dis, mais docteur, merci, enchanté d'avoir fait votre connaissance. Et quand je tiens, je ne sais pas si je sais pas comment ça se passe, je tiens la porte, il me dit, jeune homme, il parle là, je me retourne. Il me dit, faites quand même un courrier. Et moi, effectivement, je fais un courrier et un mois ou 2 mois après, M. de Gamison me convoque et il ouvre une grande carte et il me dit, Rosadi, voilà, dans les 60 hectares, on met 40 hectares à la disposition de jeunes agriculteurs. Bon, alors, il y a des gens qui tirent allègrement sur Renaud de Grandmaison, sur Pierre Aliquer. Voilà ce qu'ils ont fait très concrètement. Oui, bien sûr. Ils ont permis à de jeunes agriculteurs du Robert de mettre le pied à l'étrier et puis de devenir des producteurs. C'est ça. Alors, à ce moment, ils nous ont quand même demandé de parler de ça. C'est normal. Ils sont des gens qui font de la politique. Il faut communiquer. Il faut communiquer. Donc, on a communiqué sur ça et beaucoup de gens ont appris. Et ce jour-là, je veux dire, après ça, c'est à ce moment-là qu'il y avait élection régionale. Tout de suite après, ils ont frappé un grand coup. Et ils ont gagné très largement. Ils ont gagné parce que ça fait du bruit. Alors, on va faire un petit stop sur votre parcours, mais on va y revenir. Donc là, vous devenez un agriculteur et on va voir comment ça fonctionne. Mais revenons à aujourd'hui pour que les gens comprennent bien. Je vous disais, bon, il y a toutes sortes de poncifs sur l'agriculture et on entend un certain nombre de choses qui reviennent. Alors ce soir, on va pas tous les épuiser, mais j'en ai noté quelques-uns. Et vous me direz si c'est vrai ou pas. J'entends en permanence des gens dire, notamment les agriculteurs, mais pas que les agriculteurs, c'est un scandale. Il y a 1000 hectares de terrain cultivables qui partent chaque année, 1000 hectares environ. Donc moi, je fais ma petite enquête et je remarque que sur ces 1000 hectares, il y a 700 hectares en réalité qui sont transformés en forêt. Et que comme on les laisse à l'abandon, ils se transforment en forêt. En fait, vous êtes au courant de ça? Donc, en clair, ce qu'il faut dire aux Martiniquais, c'est qu'effectivement, il y a 1000 hectares perdus. Alors, si on continue comme ça, il n'y aura plus d'hectares pour cultiver quoi que ce soit. Mais une grande partie de ces hectares qui sont laissés à l'abandon, c'est la forêt. Et après, vous êtes obligé de vous battre avec l'ONF pour remettre ces terres en agriculture. Voilà. C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. C'est la discussion permanente. Donc, bon, c'est un peu... On trouve un peu des solutions détournées, agroforesterie, des choses comme ça, pour essayer effectivement de pouvoir valoriser ces forêts-là. Alors, rappelez-vous... Et en plus, ce qui est bête, c'est que ce sont des terrains, des fois, que les agriculteurs ont abandonnés 10 ans, 15 ans, et une fois que
Une fois que le maire Ogani a posé dessus, voilà, c'est fini. l'Office national des forêts. Non mais attendez, dessus. monsieur Rosali, il y a quand même un problème. Ouais, C'est bien sûr. incompréhensible ça. Voilà. Est-ce que vous vous rappelez de cet agriculteur qui s'est fait tomber dessus par des associations écologistes aux Anses d'Arlay? Oui, oui. Le type, il coupe des arbres, effectivement, mais ce sont ses terres. Oui. Et en plus, c'est des terres agricoles. Oui, voilà, et il se voilà. fait massacrer. Alors, Oui. quand il montre après les documents en disant, bon, et les frères, c'est Voilà, mon je travaillais terrain, là, il y a je quelque travaille temps, là, voilà, oui. tout le monde s'est tu. Bien sûr. Mais, mais à raison de 700 hectares ou 1000 hectares par an, ça fait des dizaines Voilà. enfin des milliers d'hectares. Exactement. Des dizaines de milliers d'hectares Voilà, qui sont voilà, là voilà. et qui pourraient servir à l'agriculture. Alors, je vais revenir, ça c'est le problème de la transmission. Et Oui. c'est pour ça que moi, j'ai mis en place un système, moi avec mon fils, et les camarades ont suivi. J'ai créé. Alors, il y a des gens qui disent que je suis à la retraite. Attendez. Expliquez-nous ça, cette histoire le lien entre le fait que la terre soit récupérée par la forêt et la transmission. Oui, j'ai expliqué. Parce qu'il y a des agriculteurs qui, effectivement, soit décèdent ou soit, effectivement, ne sont plus en activité. Simplement parce que. Donc, il n'y a plus d'exploitation. Voilà, il n'y a pas de repreneurs, notamment des jeunes qui pourraient, effectivement, avoir la capacité de suivre, parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas tout ça. Mais ce qu'on vient de dire là, je vais vous laisser expliquer ensuite. Ce qu'on vient de dire là, c'est pas connu des gens. Les Martiniquais ne savent pas, parce que ce qu'il y a dans la tête des gens, donc moi quand je passe des coups de fil là-dessus, ils me disent, ouais mais c'est ces MEA qui a bétonné PIA, yo ka bamoun yo ka transformé terre en lotissement. C'est pas tout à fait vrai. Oui, mais ils ont raison, parce qu'en réalité, ce qu'il faut, c'est que quand il y a un syndicat ou dans une commune ou autre, ils font un dialogue. Ouais. C'est-à-dire que le problème qu'il y a, c'est que les gens voient des choses, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que souvent, dans le syndicat agricole qui est dans une commune ou une autre, il n'y a pas de lien entre la gestion des terres. Et moi, je pense que quand nous, on est dans une commune, on est un syndicat et qu'on représente le monde agricole, je pense que la meilleure des choses, c'est qu'il y ait un dialogue. D'ailleurs, cette histoire Oui, mais de le maire, il est impliqué, effectivement, Oui. sur 250 hectares, entre guillemets, par an, Oui. dont il change la destination. Oui, bien sûr. On appelle ça changer la nature, Oui. la destination, en fait. OK. Ça concerne une partie, Oui. mais l'autre partie qui ne concerne pas le Oui, mais maire. c'est pour ça que le maire Ouais. doit avoir une influence. Parce que si dans sa commune, Ouais. il a un projet d'urbanisation et qu'il est capable d'équilibrer en disant, moi, je veux nourrir ma population, il met une pression. Ouais. Et il aide justement au développement. Mais malheureusement, ça ne se fait pas comme ça. Parce qu'on n'a Ça pas. s'est fait beaucoup, si je me souviens bien, ça s'est fait beaucoup à Rivière-Salée. Oui, Le maire voilà. de Rivière-Salée a mis en place un Oui, il a plan. fait, ça. voilà, il a fait une zone agricole Ouais. protégée. Tout à fait. Et donc, moi, je pense que notre problème à Martinique, c'est le manque de dialogue. Et tout part dans tous les sens, les gens racontent toutes sortes de choses. Mais je pense que le maire peut, si lui, dans sa commune, il peut effectivement gérer autant l'urbanisation que l'agriculture, c'est à son avantage, quoi. Oui. Donc, si à ce moment-là, les agriculteurs lui demandent de soutien pour lui dire, nous, on veut cultiver, il y a de la forêt, il y a tout ça, d'accord pour la partie urbanisée, mais on ment parce que effectivement, Il y a la forêt, il y a les terres. et on peut mettre un peu le grappin dessus. Ouais. Et je pense que ça aurait été quelque chose dans le plan local d'urbanisation pour pouvoir effectivement mieux gérer. Alors, racontez-nous la fin de l'histoire sur la transmission en citant. Oui, par oui, exemple. c'est ça. C'est-à-dire que pour que justement les terres ne soient pas en déperdition, il faut qu'on trouve un système. Parce que les agriculteurs, on a une retraite. Moi, quand j'ai fait mon bilan, on me donne 400 €. Ouais. Qu'est-ce que je fais avec ça? Moi, si on me donne 400 €, moi, je suis obligé, j'ai une maison, je suis obligé de faire pour mes enfants, tout de suite, mettre tout. Bon, voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est que les agriculteurs, ils ne peuvent pas laisser parce qu'ils ont un revenu trop faible. Ouais. Alors, moi. En fait, ils doivent travailler jusqu'à la mort. Exactement. Alors, moi, j'ai trouvé une astuce. Enfin, moi, mon fils, j'ai créé un ARL. Alors, allez-y doucement, parce que les gens qui nous écoutent, ils veulent tout comprendre. Voilà. Alors, Donc, les initiales, c'est bien joli, mais dites-nous ce que ça veut dire, ça. Oui, donc c'est C'est une entreprise une entreprise agricole à responsabilité limitée. Tout à fait. Voilà. Donc, vous créez ça, en fait, pour lui permettre de continuer. De continuer. Ouais. Mais je reste dans l'entreprise. Parce C'est que ça, je dois, voilà, Ouais. et je peux lui rendre des services. Ouais. Ça veut dire que je peux lui rendre des services par mes relations. Ouais. Je peux répondre au téléphone. Et vous êtes payé pour ça, en fait? Je suis payé. Ouais. Et moi-même. Bon, ce soir, il y a un scoop. Hein. Donc, pour tous les agriculteurs qui sont, j'allais dire, proches de la retraite,
vous appelez M. Rosalie, il va vous expliquer comment on fait pour être payé par ses enfants Mais bien sûr. dans une société Oui, agricole. mais par un jeune, parce que Ouais. j'ai des collègues à moi, dans mon groupement, ils ont fait ça aussi. Ils ont pris un jeune, et ils ont créé le ARL, et le jeune bénéficie effectivement de leur expérience et tout, et il reste dans l'entreprise. Et à un moment, la transmission totale se fait. Moi, je pense que c'est une manière douce, effectivement, de ne pas jeter l'agriculture derrière, parce que, au fait, l'agriculture et la pêche sont des métiers de passion. Alors, on va poursuivre nos idées reçues, et puis on va peut-être dire la vérité, parce que vous êtes un combattant de la vérité, donc on va continuer. La plupart des agriculteurs nous disent on a un problème majeur en Martinique, c'est le problème de la main-d'œuvre. Oui. OK? Donc, nous ne trouvons pas. Alors, non seulement il y a plus de vocation massive à aller vers l'agriculture, ça, on parle des exploitants, Oui, donc voilà. le chef d'entreprise. Ouais. Il y en a de moins en moins, Ouais. et de moins en moins de jeunes. Oui. OK? Même s'il y a quand même des jeunes qui veulent s'installer. Mais c'est surtout en dessous, c'est les salariés. Et il y a peu de gens qui sont naturellement et spontanément attirés par le métier de salariat dans l'agriculture. Et il y a un phénomène dont personne ne parle, on met ça dans les tiroirs, c'est évidemment La main-d'œuvre le étrangère. travail clandestin. Oui, le travail clandestin. Le travail clandestin d'une part, Oui, lié à la main-d'œuvre étrangère. Voilà. Bon, est-ce Et- que c'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai et c'est dramatique parce qu'en réalité, ça crée une concurrence déloyale puisqu'il y a des gens qui peuvent travailler au black hein, et puis Ouais. d'autres qui paient cash et tout. Et ceux qui travaillent effectivement, comme on dit, clandestinement, font des produits moins chers. Ouais. Ils peuvent- ben oui, s'ils ne paient pas des charges sociales, ils peuvent mieux concurrencer, baisser leur prix. Et sur Donc, ça, il y a, crée- et sur ça, il y a quand même. Je veux dire, Oui. on Alors- n'imagine pas, parce que, bon, M. Rosalie, on est quand même en France, on est quand Oui. même en Europe, on Bien est sûr. quand même dans des pays de droit. Oui, alors, comment, je ne sais pas comment ça peut prospérer autant? Parce que j'ai pris mon téléphone. Ce que je dis. Attendez, oui. attendez, vous allez me dire la vérité de toute façon. Moi, je prends mon téléphone et j'appelle. Et les gens me disent, plus l'exploitation est petite, plus il y a le recours au job. Ouais. Le type, il est tout seul, quoi. Il ne peut pas se payer des salariés parce qu'il ne pourra pas payer des charges sociales. Et donc, il est obligé de recourir à des jobs. Et il y a de moins en moins de Martiniquais qui font des jobs parce que ça ne les intéresse pas, parce qu'eux, ils veulent une sécurité sociale, etc. Et forcément, c'est de la main-d'œuvre étrangère et surtout de la main-d'œuvre étrangère clandestine. Oui. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que de toute façon, on a quand même besoin de cette main-d'œuvre. L'idée, c'est qu'elle soit étrangère ou pas. C'est pas ça le problème. Bien au contraire. Je veux dire, tant que les Martiniquais verront venir des gens pour remplacer des Martiniquais et puis faire que le pays se développe, c'est très bien. Mais elle est clandestine. Oui, c'est pour ça que nous, on veut créer le groupement. On a un groupement d'employeurs hein, qu'on a créé. Donc, on essaie de l'organiser. C'est pas facile. Parce qu'effectivement, il y a des agriculteurs qui ne peuvent pas avoir quelqu'un à temps plein. Alors, expliquez-nous ce que c'est qu'un groupement d'employeurs. Alors, un groupement d'employeurs, c'est une structure autonome Oui. qui, effectivement, loue des services aux agriculteurs. Ça veut dire que quand la personne vient chez moi, c'est le groupement d'employeurs qui est son employeur. Et D'accord. Donc, moi je peux venir chez vous travailler 3 heures. 3 heures, oui. C'est pas vous, mon patron. Voilà. C'est le groupement le groupement. d'employeurs. Et D'accord. moi, je paie le groupement d'employeurs. Ah, d'accord. D'accord, voilà. Et donc, nous sommes en train de nous battre pour mettre ça en place. C'est assez compliqué, mais bon, on a déjà fait un long chemin. Je pense qu'on va y arriver, mais je pense que si un jour on maîtrise cette main-d'œuvre-là, ça va aider beaucoup les agriculteurs. Mais ce que je voulais dire, j'avertis ceux qui travaillent au noir et qui se font prendre, je peux dire que c'est chaud, parce que j'ai des collègues qui se sont fait prendre. Oui. Quand ils m'ont raconté l'histoire, je peux dire que c'est catastrophique. Hein. Alors, C'est fini. Après, je m'en garde. Ah ouais, c'est chaud. Ils rigolent pas. Ça, c'est quelque chose qui, effectivement, on va dire, sans tabou le jour pour le mettre. Ouais. Donc c'est pour ça que je crois que les agriculteurs se débrouillent, mais il faudrait peut-être est-ce qu'on que organise ça vite fait, bien fait, parce que je sens quelque part, ce n'est pas de leur faute, parce qu'ils n'ont pas la capacité d'employer. Je ne les incrimine pas, je ne dis pas qu'ils le font exprès. Mais c'est une vérité. C'est une vérité, mais cette vérité est due à une situation qui est très compliquée pour eux, parce qu'ils n'ont pas des revenus fixes, parce que
on vient de sortir de carême, on a les pluies, etc. Quelqu'un qui veut tenir un employé, ben, il faut qu'il puisse effectivement avoir des économies pour tenir ses employés. C'est compliqué. Alors là, on va en venir à un autre poncif qu'on entend de manière régulière. Les hommes politiques considèrent que l'agriculture n'est pas une priorité économique. On entend ça tout le temps. Alors les hommes politiques, évidemment, se défendent en disant « Mais non, regardez dans mon programme, il y a marqué agriculture. » Mon grand-père était agriculteur. Mais non, mais je suis du milieu. Je suis du milieu. Bon, j'ai travaillé dans la banane de mouvement. Je fais ça. La réalité, quand on regarde les programmes et les dépenses, quand on regarde l'attitude des hommes politiques par rapport à la Chambre d'agriculture, ils ont tendance le plus souvent à vous chuinter. Est-ce que c'est vrai déjà? Est-ce que cette espèce de condescendance, de distance, est-ce qu'elle est réelle? Oui, c'est ça. C'est compliqué, c'est vrai. C'est assez compliqué. Vous êtes gentil, monsieur Rosalie. Non, mais c'est vrai que c'est... Non, je ne suis pas gentil. C'est la réalité. Bon, peut-être que je dis que on ne peut pas mettre la faute sur à 100%. Peut-être aussi qu'on a des postures aussi qui ne font pas que, effectivement, ils pourraient mieux comprendre. Moi, je ne sais pas. Bon, il faut chercher. Mais moi, je me dis que il faut qu'on fasse confiance à nos hommes politiques. Et puis, je leur dis, il ne faut pas qu'ils croient. On vient de citer ce que l'agriculteur entraîne comme activité autour. Et moi, je dis que quand on crée, par exemple, le PAM, qui est le pôle de choses agroalimentaires, on voit bien qu'on y croit. Ça veut dire qu'on croit à des produits transformés, à des médicaments à base de plantes, etc., à des huiles essentielles, à plein de choses. Donc, ça veut dire, quelque part, quand un outil comme ça est créé, c'est que derrière, il faut un outil de production. Pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien, le PARM, c'est un pôle de recherche agroalimentaire. Voilà, ce sont des gens qui vous aident concrètement. Alors, dites-nous comment ils vous aident. Alors, comment ils nous aident, c'est que, par exemple, nous, on a des machines qu'on ne pourra jamais avoir. Par exemple, ils sont trop lourds et on veut faire une expérimentation, donc ils mettent à notre disposition et on vient effectivement apprendre. Moi, je veux par exemple me lancer dans des huiles essentielles, je veux savoir comment ça va se passer. Je peux faire une formation parce qu'il y a des outils qui sont à leur portée, qu'ils achètent et après, moi, je peux effectivement me mesurer. Donc, ils vous aident à la fois dans tout ce qui est produits transformés, mais il paraît qu'ils vous aident aussi sur les cultures elles-mêmes. Voilà, sur les cultures, ils nous aident aussi à mettre en place les projets, etc. Non, c'est très, très, très bien ce qu'ils font. D'accord. Très, très bien. Alors, l'autre poncif qu'on entend, c'est tout est possible en Martinique. On peut faire du bio, on peut se débarrasser de ces polluants, des pesticides, etc. Donc, moi, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé des gens qui m'ont dit, bon, gars, ça, ou peut éventuellement faire bio au sud de Robert Fort-de-France. Là où, comme ni pas ni en l'eau l'appli, peut-être que, mais là on est 4 mètres l'appli qui a tombé mon rouge, si on dit qu'on fait bio pur, ça n'est pas possible. C'est vrai ou pas? Oui, alors je vais donner une petite information à tout le monde. C'est que dans le bio, il y a des produits conventionnels qui sont tolérés. Ce soir, on va découvrir plein de choses. Oui, quand vous dites... Et c'est marqué... Non, attendez. Des dérogations. Non, attendez, monsieur Rosalie. Vous avez employé un mot que les gens doivent comprendre. Des produits conventionnels, ça veut dire quoi? Oui, c'est des produits qu'on utilise. C'est des pesticides. Les pesticides, oui, c'est ça, exactement. Donc, il n'y a pas d'antagonisme de principe entre faire du bio et utiliser des pesticides, par exemple. Oui, puisque les gens qui font du bio demandent des dérogations parce qu'ils prennent du fer. Parce que des fois, ils ne s'en sortent pas. Je vous dis que ce soir, on va apprendre des choses. Non, mais c'est la vérité. Bon, moi, on le voit. Si les gens veulent aller faire un tour dans les endroits où on vend tout ce qui est produits phyto, ils vont voir. On demande, je dis, est-ce que je vais avoir un produit pour les mouches en bio? Ben oui, il y en a. Donc, il y a des pesticides, enfin, des insecticides bio, certifiés bio pour l'agriculture bio. Exactement. Voilà. Donc, mais ce sont toujours des pesticides. Donc, en clair, vous venez de porter un coup sévère à nos rêves. Bien sûr. Il n'est pas possible, enfin, il n'est pas envisageable pour le moment, prenons nos précautions, parce qu'après on va ouvrir un dossier qui est quand même le dossier du chlordécone. Il n'est pas possible ou n'est pas imaginable, donc c'est pas la peine d'écouter des gens qui vous disent, monsieur, dans mes cultures, il y a 0 produit conventionnel. Oui, je suis sûr, je peux le dire. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que nous, de notre côté, nous, on fait, on va dire,
On a reculé les choses énormément, toutes les méthodes, et puis on nous a couillonnés aussi, on nous a vendu plein de produits inutiles qu'on a utilisés qui ne servaient à rien du tout. Et qui ont pollué les sols. Qui ont pollué, qui ont peut-être abîmé la santé des gens, ça c'est vrai. Ouais. Aujourd'hui, on a des méthodes avec l'organisme Fredon, on plante, avec l'association des cultures et tout, on a beaucoup amélioré les choses aujourd'hui. Mais Fredon, c'est une association oui, pour la lutte contre les ennemis de culture. Voilà. D'accord. Donc, ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, beaucoup d'agriculteurs ont des méthodes alternatives pour empêcher l'utilisation des pesticides. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on faisait avant. Voilà, et puis on ne les trouve pas non plus, les produits. Ce qu'on doit retenir, c'est qu'à l'époque, on en mettait des couches. Oui, on était formés comme ça. Dans les années 80, on nous a formés au traitement et puis au... Alors, citez-moi, par exemple, des exemples de ce qu'on vous donnait. On utilisait le gramoxone, le glyphosate, le paraquat, tout ça. Le thémique. En banane, le thémique, voilà, ceux qui faisaient de la banane. Et puis le chlordécone. Le chlordécone, oui, à l'insu des gens. Ouais. Mais bon, c'est pas de la faute des gens, on nous avait formés comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Quand vous dites on vous avait formés comme ça, c'est-à-dire qu'on vous disait... Dans cette culture-là, si tu ne veux pas qu'il y ait d'herbe, il faut mettre ça. Voilà. Si tu ne veux pas qu'il y ait de... Oui, on a une fiche et puis on sait. Exactement, il faut faire du préventif, il faut faire ci, il faut faire ça. Ouais. En plante de l'igname, il faut faire un prix levé, etc. Il faut mouiller le sol, etc. Bon, mais les gens qui nous apprennent ça aussi, ils sont aussi les mêmes victimes que nous, puisque eux-mêmes, on leur donne... Ils font la même chose. Mais bien sûr, ils ne sont pas des scientifiques, ils sont des gens qui encadrent et tout. On leur donne une information. Ils transmettent l'information. Ils ne viennent pas... Moi, je ne pense pas qu'il y a des gens qui sont venus et disent « Bon, moi, nous, on vient, on va empoisonner les gens. » On va tuer les Martiniquais. Mais non, c'est pas ça. Il faut que les gens comprennent bien, c'est pas comme ça. On est toujours dans des systèmes où nous-mêmes, nous sommes des propres victimes de ceux qui sont eux-mêmes des victimes. Oui, mais M. Rosalie, très objectivement, tout en haut, il y avait quand même des gens qui savaient que c'était dangereux. Bien sûr, les gens, ils savent. Bien sûr que les gens savent. Mais bien évidemment, il y a la partie commerciale, on vend, les produits, etc., etc. Mais je dis qu'aujourd'hui, pour revenir au bio, aujourd'hui, c'est que nous sommes un pays où c'est très difficile parce qu'il pleut énormément, on a un tout petit territoire, on a les gens des petites surfaces. Ça veut dire que quand on veut maîtriser la culture bio, il faut pouvoir faire des rotations de culture, faire des associations, et souvent les gens des petites surfaces. Et c'est pour ça que moi je me bats toujours. Je vous dis, le terme que j'aime pas du tout, c'est le terme petit agriculteur. Parfois, c'est inacceptable. C'est inacceptable pour les efforts qu'on fait, pour ce qu'on arrive à tirer de la terre. Ouais. Les terres qu'on a qui sont déjà, où c'est difficile, où c'est compliqué pour nous avec les périodes climatiques qu'on vit et tout, il n'y a pas de petits agriculteurs. Ouais. Il y a des gens, effectivement, qui se battent, mais moi, je suis toujours pour que les agriculteurs ont un minimum de terre qui soit viable pour travailler. Pas dire parce qu'il a 1000 mètres carrés, etc., il va devenir agriculteur. Il faut une surface, je sais pas, minimum pour travailler. Alors, vous êtes agriculteur. Alors, on va passer à un autre poncif, mais on reste toujours sur cette histoire de pesticides. J'ai fait mon enquête. Il semblerait que la très grande majorité des agriculteurs aujourd'hui qui sont dans la banane, par exemple, sont des gens qui n'étaient pas agriculteurs dans la banane il y a 20 ans. Ce sont pour la plupart des gens qui sont venus à la culture de la banane après cette histoire de chlordécone. Et ils sont très mal à l'aise parce qu'ils disent, et notamment les jeunes agriculteurs martiniquais, qui disent « Mais mettez-nous dans le même sac-là. » Oui, ils n'ont pas utilisé. Alors que nous n'avons pas jamais utilisé le chlordécone là. Est-ce que c'est vrai ça? Mais c'est vrai, il y a plein de terres qui n'auraient pas de chlordécone. L'histoire de chlordécone, comme j'ai dit, on l'emploie beaucoup parce que c'est un thème qui fait que quand on le développe, forcément, c'est sexy, c'est sexy. Ah, mais bien sûr. C'est sexy. Quand tout le monde regarde. Tout le monde est à la télé. Tout le monde est mort, tout le monde est empoisonné, c'est la fin du monde, etc. Cancer de la prostate, etc. On nous touche dans l'endroit le plus sensible. En plus. Surtout nous les hommes. Oui. On parle de ça et tout, et personne ne peut rester inaudible à ça. Mais vous, c'est quoi votre position sur cette affaire qui est malgré tout un scandale sanitaire majeur? Oui, c'est un scandale sanitaire, mais moi, ce que je veux, c'est la vérité. Alors, pour vous, c'est quoi la vérité, c'est quoi? C'est de dire les choses vraies. Alors, c'est quoi? Non, c'est nous dire la vérité. Où est-ce qu'il y a... moi, on fait des bilans de sol, on fait tout ça, etc. Bon, c'est un photo. Il y en a par là, il y en a par là. Il faut faire une cartographie. Il faut faire ci, il faut faire ça. Mais on sent bien... On n'arrive pas... c'est pas lisible. On n'arrive pas à...
Voilà, c'est ça le problème. On sent bien que ça, c'est un peu gênant quand même pour les agriculteurs, et on les Ah, mais ça comprend. nous gêne énormément. On les comprend puisque Ça nous gêne énormément. dans la tête des gens, l'image des agriculteurs a Pour le été, coup, a bien été sûr, bien sûr. altérée. On a beaucoup souffert de ça. Hein. Ouais. Moi, j'ai vu des camarades qui n'avaient plus. Nous, on avait cette fierté d'être agriculteur. C'est ce qui nous restait. Ouais. Nous ne sommes pas des gens riches. Ce qui nous restait, c'est notre fierté. Ouais. Et à partir du moment où on a commencé à balancer chlordécone, tous les agriculteurs, ils n'avaient pas le moral. Nous, on était obligés dans nos réunions et tout d'essayer de remonter le moral des gens. Dans mon groupement, de dire aux gens, mais bon, on parle de ça, mais nous, on n'est pas dedans, etc., etc. Parce que les gens avaient un peu honte. Les gens ne montraient plus leur poitre. Ils disaient, je suis agriculteur, je suis fier de l'être et tout. Mais comment on on fait pour reconstruire une image positive de l'agriculture de manière générale en Martinique? Parce que, bon, là, on parle du chlordécone, mais bientôt... je sais lequel. Bientôt, vous allez parler du glyphosate. Glyphosate, c'est ça. OK. C'est ça. Et puis, moi, je vous ai trouvé un petit produit sympathique qui s'appelle le Mirex. Vous vous rappelez de ce produit-là qu'on mettait dans les ananas? Oui, dans les ananas. Bon, le Mirex, on a trouvé il y a plusieurs années qu'il se dégradait. Donc, c'est un organochloré, pareil, hein, comme le chlordécone. Il se dégradait en chlordécone. Donc, j'avais encore entendu celui-là. Ah ben oui. Alors les Guyanais qui nous disaient, vous voyez, nous on n'a pas de chlordécone monsieur parce qu'on n'avait pas de banane. Par contre, ils ont utilisé des tonnes de Mirex pour lutter contre la fourmi manioc et ils ont du chlordécone. Alors ils ont appris ça il n'y a pas très longtemps, mais bon, si on commence à les additionner, ok, parce que personne n'a jamais parlé du DDT. Vous avez entendu parler de ce produit terrible. Sûr, oui. Bon, les hormones, tous ces produits-là qu'on a utilisés au début dans la banane. Dans la banane, bon. Comment on fait pour reconstruire l'image de l'agriculture quand tous ces scandales sanitaires s'additionnent les uns aux autres? Qu'est-ce qu'il faut dire aux gens? Non, ce qu'il faut dire aux gens, c'est de dire ce qu'on fait, montrer, être clair. Parce qu'aujourd'hui, on a des plantes qui ne sont pas impactées par le chlordécone. Est-ce que des fruitiers. Est-ce que c'est fini, M. Rosalie? Est-ce que vous pouvez dire là, c'est terminé cette histoire? Non, cette histoire ne va pas se terminer parce qu'il y en a qui en ont besoin de l'utiliser pour être visible. Ils vont toujours l'utiliser, ils vont toujours en parler. Oui, non, mais moi je ne parle pas de la communication sur le chlordécone. Je parle du fait que vous, agriculteurs, vous puissiez dire aux gens... un jour qu'on a... mais à culpa, on va dire ça comme ça. Oui. Parce que, par exemple, vous avez utilisé au début, vous disiez, bon, écoutez, on m'a donné du gramoxone, j'ai utilisé du gramoxone. On m'a donné du glyphosate, j'ai utilisé du glyphosate. Mais est-ce que vous pouvez dire, mais à culpa, dans un premier temps, en disant, bon, écoutez, on ne savait pas, effectivement, mais bon, on est désolé. Et puis, deux, que c'est fini. Est-ce que vous pouvez l'affirmer? Oui, on va l'affirmer parce que... Enfin, vous allez l'affirmer? Non, de plus en plus, nous on réfléchit à des méthodes alternatives pour pouvoir... Effectivement, puisque moi, j'utilise aujourd'hui la débousseuse comme moyen. On va en parler, on va parler de votre exploitation. Donc, moi, je vais dire par là que tous les agriculteurs sont conscients, notamment parce qu'ils se nourrissent de ce qu'ils produisent. Ah oui, il faut quand même rappeler ça aux gens. Il faut rappeler ça aux gens. On ne peut pas s'empoisonner, nous. Voilà, on ne peut pas condamner les agriculteurs. Ou en tout cas les soupçonner d'avoir voulu empoisonner des gens, alors qu'eux-mêmes, ils mangent ce qu'ils produisent. Exactement. Bon. C'est ce que je dis, nous sommes aussi des victimes. C'est ça aussi, nous sommes des victimes. Mais il va falloir... J'assure que nous faisons tout pour sortir de ça. Ça, c'est certain. Nous battons, nous, à la Chambre d'agriculture, on essaie de travailler sur toutes les possibilités, toutes les études qui sont faites, tous les résultats qu'on obtient et tout, etc. On essaie effectivement d'évoluer sur cette affaire pour effectivement à un moment sortir de cette affaire de chlordécone parce que ça vraiment, ça nous... franchement, ça nous met... on a de la gêne, ça c'est sûr. Ah ben j'ai bien senti ça. Mais quand vous employez le mot victime, vous dites nous sommes les victimes, c'est vrai. Bien sûr. D'ailleurs, un certain nombre d'agriculteurs sont partis civils. Ils sont partis civils, ils portent plainte. Le problème, c'est qu'il faut un coupable. C'est ça. S'il y a des victimes, c'est qu'il y a un coupable. C'est qui le coupable? Moi, je pense que c'est plutôt... Même si on amise les gens à des millions, les gens veulent un coupable. Ils veulent un coupable? Ah oui, ils veulent un coupable. Et selon vous, qui est le coupable? Je ne sais pas. On parle de beaucoup de gens. Alors, moi, je ne m'avance pas parce que je ne suis pas enquêteur. Donc, il faudrait vous avez votre petite idée.
moi, je ne peux pas m'avancer parce que je ne peux pas m'avancer là, et puis demain, on dit non, que c'est un autre. Non, ça, c'est mon chrétien, c'est bon. Rosalie, à beauté en touche. Non, je n'ai pas beauté en touche. J'entends comme tout le monde. J'entends ceux qui l'ont fait rentrer, j'entends les politiques qui ont, et eux, demander les dérogations. J'entends tout. L'État. Vous entendez tout ça? J'entends tout ça, mais je ne suis pas enquêteur d'avoir les preuves en main pour dire que c'est un tel. On verra bien quand ça arrivera sur. Alors, cette question, évidemment, des pesticides est centrale, puisqu'elle est liée à la santé. Oui. On ne peut pas à la fois dire l'agriculture, c'est la santé, et puis, de côté, mais bon, on a compris. Il y a quelque chose qui me semble important, là aussi, c'est un poncif. J'y ai fait allusion tout à l'heure, c'est le fait que les agricultures ne sont pas forcément respectées. Leur poids économique, leur poids social, on l'a vu, leur poids politique n'est pas pris en compte de manière forte. Et j'ai l'impression que ça vous révolte. Oui, voilà. Et c'est pour ça que je pense que les jeunes ne viennent pas vers l'agriculture. Parce qu'ils ont l'impression, alors, c'est vrai qu'entre parenthèses, on a quand même un souci, parce que quand il y a... Nous, on parle souvent de nos problèmes. Oui. Ah bon, vous êtes des spécialistes de problèmes. Ben oui, parce qu'on en a vraiment. Ouais. Mais alors, peut-être que ça nous donne une mauvaise image, je vais dire, hein, quand on voit les agriculteurs. Moi-même, je suis passé il n'y a pas longtemps pour parler des pluies, mais je parle des réalités. Mais ceci étant dit, notre valeur, moi, je dis quelque chose à des gens, s'ils peuvent comprendre. Moi, ça fait depuis 1983, j'ai appris... J'ai fait déjà 10 cyclones. Ouais. Je suis là. Vous êtes présent. Mais bien sûr, parce qu'un agriculteur, il n'est jamais en faillite. Parce que lui, il nourrit le peuple. Il ne ferme pas. Il ne ferme pas. Il ne peut pas fermer. Il ne peut pas fermer. Ouais. Parce que c'est incontournable. Vous imaginez que pendant le Covid, là, nous, si on n'avait pas produit des... Bon, comment on aurait fait en 2009 aussi. Comment on aurait fait? Donc, ça veut dire qu'en quelque part, nous... C'est vous qui avez la vraie richesse, mais bien sûr, dans notre petite tête, en quelque part, nous, même si les gens nous dévalorisent, on sait qu'on est incontournable. Alors, je vous parle de ça parce que, là aussi, on va dire la vérité. Il semblerait qu'il y ait des gens ici qui ont dit, bon, les agriculteurs, ils sont bien gentils, mais nous, on va s'occuper d'agriculture. Oui. On va faire du cacao. Oui. Rappelez-vous de ça. On va faire du café. Bien sûr. Et puis, les agriculteurs ont regardé. Donc, des gens qui n'étaient pas des agriculteurs venir prendre le leadership sur des nouvelles spéculations. Voilà. Bon, ça vous fait quoi quand vous voyez ça? Eh bien, je me dis qu'il y a une erreur, c'est qu'il faut... il y a une chambre d'agriculture, il faut qu'on travaille ensemble. Mais ces gens-là sont venus vous voir, non? Ils sont venus vous voir, ils se sont associés à vous. Oui, mais forcément, il y avait des gens qui avaient plus de moyens que nous et qui eux-mêmes directement ont peut-être... ils ont été sur le terrain en disant, bon... comme voilà, mais ils avaient des moyens aussi de leur ambition. Ouais. Donc ils avaient de l'argent, ils avaient tout, ils ont lancé le projet. Et pour vous, c'est une réussite? Contre, ils n'avaient pas... Est-ce que c'est une réussite ou un échec? C'est une partie d'échec parce qu'il manquait quand même la partie accompagnement technique, etc. quoi. Parce que comme je dis, vous n'êtes pas en train de faire la fine bouche, là, M. Rosalie, quand même. Non, mais il y a des hommes politiques qui disent, bon, allez, on va mettre du fric sur une culture, et c'était des cultures un peu nouvelles, on va dire ça. Même si au tout début de la colonisation, les esclaves travaillaient sur des cacaoyères et des caféières, c'est tombé en désuétude et c'est reparti là. Surtout que ça correspond à des niches de marché à forte valeur ajoutée. Vous n'êtes pas en train de jeter le bébé avec l'eau du bain en disant « Ouais, mais ces messieurs doublez-nous, il n'y a pas vu ni nous ». Non, c'est quand je reviens à dire, dans une démocratie, c'est comme ça. Si je comprends, c'est la démocratie. Donc, on fait des représentations. Ça veut dire que la Chambre représente, la Chambre des métiers représente tel. Si on respecte ça, tout va bien. C'est comme ça que ça doit aller. Mais oui, c'est comme ça que ça doit aller. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est, messieurs, quand vous faites des projets comme ça, exactement. Venez nous voir. D'abord, travaillez avec nous. Travaillez avec nous et on a des gens compétents pour ça et on avance ensemble. Alors, autre poncif, mais bon, les agriculteurs, c'est pas des gens qui sont super bien formés. Ils sont pas forcément à la pointe de la technologie. On entend beaucoup ça. Est-ce qu'il y a une part de réalité malgré tout? Eh bien, une part de réalité, en 40 ans, on a fait ce qu'on devait faire depuis 2 siècles. On a été vite. Ils peuvent toujours en parler, mais ce qu'on a réussi aujourd'hui, il faut le faire parce que nous avons
on n'a pas hérité d'exploitation de nos parents, on n'a pas hérité non plus de leur savoir-faire parce qu'ils faisaient du jardin créole, mais ils n'avaient pas, comme nous, effectivement, maîtrise de l'irrigation, etc., etc. Et je pense que nous, ce qu'on va laisser à nos enfants, ils iront plus loin. Parce qu'ils vont trouver des propriétés structurées. On compte maintenant qu'on a aussi une exploitation agricole, vous avez un bureau, vous avez des toilettes, vous avez un espace de vie, vous avez tout ça, c'est une entreprise. Ouais. Mais on ne voyait pas ça. C'est une sorte de ferme moderne aujourd'hui où effectivement un jeune peut venir s'installer et il peut effectivement se donner à... Donc la vérité, c'est que avant l'agriculture, c'était des béquets. Voilà. C'était des béquets qui considéraient l'agriculture comme une spéculation d'exportation, voilà. mais qui avait quand même un niveau de technicité relativement élevé. Voilà. Et aujourd'hui, c'est des Noirs aussi. Exactement. Qui ont des structures. Du savoir-faire. C'est ça le message que vous voulez faire passer. C'est ça le message. Nous aussi, on sait faire maintenant. Ouais. Alors, on n'est pas encore super fort, mais je dis, ouais. Contrairement à ceux qui viennent souvent, qui sont des collègues, qui nous critiquent, qui disent toutes sortes de choses, moi, j'estime que ce qu'on a fait est énorme. Parce que en 40 ans, il fallait le faire. Et je le dis, j'étais dans une émission sur Radio Apal. Et je me souviens qu'on a eu la discussion, le débat. Ouais. Et quand je suis parti, le gars de la radio m'a rattrapé. Il m'a dit, Monsieur Rosali, je ne veux pas parler avec toi parce que je suis un peu gêné parce que je ne savais pas que vous avez déjà fait tout ça de choses. Ouais. Parce que nous, le problème, c'est qu'on ne communique pas. Ah ben. Et les gens ne savent pas ce qu'on fait. Et les gens qui arrivent chez nous, ils sont même choqués. Parce qu'il y a des gens qui visitent et tout, ils disent, mais attends, où est-ce que je suis là? C'est une exploitation agricole? Il y a même des gens qui arrivent, qui restent, qui regardent, disent, mais où est l'exploitation? Comment c'est pas des agriculteurs. La façon dont ils sont organisés, c'est pas des agriculteurs, mais c'est ça aujourd'hui. Alors, on va faire une petite visite virtuelle de votre exploitation. Oui. Vous faites quoi? Vous faites quoi très concrètement? Parce que je disais tout à l'heure, vous êtes un vrai agriculteur, parce que moi je rencontre des gens qui parlent de l'agriculture, mais il n'y a pas à planter en patate, donc sans jeu de mots. Vous faites quoi concrètement? Alors, je fais beaucoup de choses. Je fais du vivrier maraîcher. Alors, faites la différence, parce que les gens qui nous écoutent... Alors, le maraîcher, c'est tout ce qui est laitue, concombre, les salades. Ouais. Vivrier, c'est... Attendez, allons plus loin, parce que bon... alors, moi, j'aime bien qu'on approfondisse. Alors, concombre, navet, laitue... tomate, carottes... Gombo. Qu'est-ce qu'il y a encore bon, c'est déjà pas mal. Haricots verts. Bon, ça c'est ce que vous appelez le maraîcher. Maraîcher. Bon. Maintenant qu'on fasse bien la différence avec le vivrier. Alors, vivrier, ce sont les bananes créoles, les ignames, le manioc, les patates. Alors, sur le manioc, il y a des gens qui nous ont dit, ouais, mais bon, le manioc, c'est compliqué, parce qu'il faut enlever le cyanure dans le manioc, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ça. Vous savez qu'il y a des gens qui sont capables de prendre un manioc et de manger à pleines dents dedans. Donc, il y a une différence entre le manioc et le carmanioc. Oui. Alors, le carmanioc, c'est le manioc comestible. Voilà. Donc, celui-là, on veut. Cyanure, oui. Celui-là, on enlève la peau, on le fait bouillir, on le découpe, on fait des gratins. Ah ouais, c'est un délice. Quand on mange ça, c'est du top. Ça, c'est un bon régime. Voilà, défenseur du carmanioc. Voilà. Et à la Chambre d'agriculture, on a mis en place le projet il y a 5 ans. Et puis aujourd'hui, c'est parti. Là, j'ai entendu que sur le marché de Fort-de-France, il y avait 3 tonnes de manioc vendues à un prix défiant toute concurrence. J'étais très fier parce que je me dis, voilà, on a fait un travail qui est aujourd'hui à payer parce qu'on a mis ça dans la tête des gens. Ouais. Comme on a des problèmes avec l'igname et tout, il faut savoir que le manioc, comme on le plante, c'est un bout de bois. Alors, allons voir plus loin, toujours les poncifs. Il y a des gens qui disent, ah ouais, mais bon, on a perdu notre savoir-faire en matière d'igname. Le monde entier mange de l'igname. Monsieur Rosali, le monde entier ne mange pas d'igname, on est bien d'accord? Non, le monde entier ne mange pas d'igname. C'est très spécifique à nos régions. Donc, et Caraïbes, il y a quelques régions, Caraïbes et puis Nouvelle-Calédonie, Pacifique. Ouais. Voilà. Autrement, ils le plantent en Europe, un peu partout, ils sont pas... Donc, en fait, les mecs qui plantent de l'igname au Costa Rica, c'est pour le vendre ailleurs qu'au Costa Rica. Bon, ils doivent le manger, mais ils l'envoient beaucoup chez nous. Bon, encore un poncif qui est tombé. Et puis, parlez-nous d'un truc nouveau, qui est, enfin, nouveau pour tous ceux la plupart de ceux qui nous écoutent, parce que c'est pas des spécialistes, la pomme patate. Oui, la pomme patate c'est pas une culture nouvelle. Oui, non, mais bon. Alors, en Guadeloupe, moi, je l'ai découvert en Guadeloupe il y a une vingtaine d'années. C'est en Guadeloupe, aussi, de Guadeloupe qui l'ont créé. Je l'ai mangé en gratin, on l'a trouvé très bon. On l'a importé ici. On s'était lancé dedans, mais dans des régions comme nous, très difficiles à produire parce que ça prend
des formes bizarres, parce que Ouais, le si légume la est- terre, le- voilà, il faut le- que la terre soit très très bien préparée. Ouais. Mais ce qui est intéressant dans cette pomme patate-là, c'est dépourvu de sucre. Alors, pour que les gens comprennent bien, une pomme patate, c'est une Oui. patate douce. Sans sucre. Sans sucre. Voilà. Bon, ce soir, on apprend plein de trucs. Oui. En tout cas, moi. Alors, vous disiez tout à l'heure que vous aviez diversifié et vous faites également des cultures autres que le vivrier et le maraîcher. Qu'est-ce que vous faites concrètement en dehors de ça? Parce qu'il paraît que vous êtes une star de la goyave. Oui, ah oui. D'ailleurs, chez moi, c'est en Guyane-là. Ça s'appelle un grillable. Oui, alors, en Guyane-là, parce que le Robert, c'était 400 hectares de goyave à ciel ouvert. Hein. Ouais. Bon, tout le monde C'était veut la- les cultiver. C'est nous qui avons créé, enfin, c'est nous qui. Royal avait sa dynamique sur le. Alors, l'hydrogène. pour les gens qui nous écoutent, Royal, c'est évidemment une industrie Voilà, agroalimentaire, agroalimentaire, oui. du groupe Alain Despointes, Oui. qui, à un moment donné, vous disent, bon, écoutez, on en a marre d'importer de la pulpe de goyave Voilà. de Colombie. De Colombie. Est-ce que voilà. vous êtes capable de faire des goyaviers? Exactement. Il y Et a un alors homme qui s'appelle Talman, Ouais. qui, lui, qui s'est dit, moi, j'y crois. Et Monsieur puis, donc, Talman, qui était le directeur. donc. Exactement, le directeur, il y croit, il dit, pour qu'on puisse effectivement avoir une certitude qu'on aura toujours des fruits, on va travailler avec des agriculteurs qui ont leur propriété. Ça dit, ça ne sera plus des goyaves ramassés à droite à gauche. Oui, parce qu'à Il y aura l'époque, un cahier des charges ils envoyaient des gens avec des camions Voilà. qui allaient piquer les goyaves dans les champs. dans les champs, partout, dans la Ouais. canne, les gens couraient partout, arrivaient à 5 h du matin avec des bâchets de goyave et tout. Ouais. On a structuré ça, on va mettre un prix, on va choisir des variétés, etc., etc. Et comme ça, on a rassemblé un nombre d'agriculteurs et là, on s'est lancé dans le projet qui a progressé, et de 150 tonnes où on est parti, aujourd'hui, on a déjà dépassé les 1000 tonnes. Donc, ça, c'est un vrai succès. Ah, c'est un vrai succès. C'est un vrai succès. C'est structuré. C'est pour ça que je disais que le reste des productions aurait pu, effectivement, alors je lance un appel à ceux qui ont les cantines, Vous êtes ceux là. qui ont, oui voilà, les cantines, tous ceux qui, les Monsieur- hôpitaux et tout. Monsieur Rosali, vous vous adressez là aux collectivités locales et Ouais. à la fonction publique hospitalière, on va dire ça comme ça. Voilà. Tous les gens qui ont des cantines devraient venir vous voir pour vous garantir des recettes. Exactement. C'est-à-dire que contractualiser comme elle l'a fait, c'est-à-dire que vous avez besoin d'une quantité de marchandises dans l'année. Ouais. On fait le projet, les quantités et tout, vous nous garantissez un prix, et les livraisons sont à temps, etc., etc. Et nous, on fonctionne. Et Comme surtout- ça, on est sûr. Et le paiement, surtout le Ah paiement. non, Il faut attendez. qu'on soit- voilà, il faut qu'on soit payé Non, en c'est temps et pas en heure. surtout le paiement, c'est d'abord le paiement. D'abord C'est-à-dire le que paiement. ces gens-là, ils ne respectent pas les délais de paiement. Voilà, alors Ouais. ça arrive que ce Copma qui a fait faillite a ramassé de l'argent que les hôpitaux avaient en crédit il y avait 3 ans, 2 3 ans, ans. 3 ans, voilà. Et ils ont mis en faillite la coopérative. Entre autres, bah, ils n'étaient pas tout seuls. Pas tout entre seul, autres. mais en tout cas, moi je pense que si on veut effectivement restructurer l'agriculture martiniquaise, il faut que ça rentre en jeu aussi. S'ils nous font, parce qu'ils utilisent énormément de produits, il suffirait qu'on se mette avec des contrats, des prix, et des paiements en temps et en heure et tout, je pense que ça ouvrirait des marchés. Bon, donc vous plantez des goyaviers, vous produisez des goyaves, et ce qu'il faut dire en Martinique, c'est que, et c'est probablement apporter de l'eau au moulin de ceux qui disent, écoutez, on peut aller vers l'autosuffisance, c'est qu'on est autosuffisant en Oui. pulpe de goyave, Bien sûr. Martinique, et aussi sur la prune de citerne. Sur la prune de citer, voilà. Voilà. C'est le jus qui est le plus bu et on est autosuffisant. Alors on a les deux, on a les grosses prunes qu'on garde locales et puis les petites. Les petites qui Ouais. servent à Voilà, l'industrie. voilà. Et puis vous faites pas que ça, vous faites aussi. Bon, alors on fait le focus sur vous, mais il y a, rappelons qu'il y a des dizaines de personnes qui font comme vous, qui prouvent que la diversification maîtrisée peut être un succès commercial et financier. Mais bien sûr. Et vous faites également. Alors expliquez-nous ça parce que ça c'est. On va dire de l'économie circulaire sur vos moutons et vos cabris. Voilà. Alors, nous, on ne voulait plus utiliser depuis très longtemps les désherbants, donc on a décidé d'employer la libousseuse. Bon, alors, on a fait notre calcul. attendez, pour que les gens comprennent bien. Vous décidez Oui. de vous passer des pesticides. Voilà. D'accord. Oui. Mais la question, c'est, Monsieur Rosali, comment vous allez faire pour enlever l'herbe qui pousse dans toutes vos plantations? Oui. Alors, nous, on utilise les débousseuses. Donc, les gars, je les forme, et c'est quotidien. Vous C'est coupez de l'herbe tous les jours. Presque tous les jours. Ouais. Tous les jours. Et à un moment, on a vu que réparation, etc. Donc, à un moment,
avec la Chambre d'agriculture, on a fait une formation avec Méga pour les petites réparations, les menus réparations pour nous aider. Ouais. Nettoyer les fils et tout ça, parce que quand on ramène, des fois, on nous donne des prix qu'on ne Exorbitants. contrôle pas, exorbitants. Et puis, et puis nous avons décidé justement de créer un atelier élevage, moutons et cabris. Donc ça nous permet de valoriser l'herbe qu'on ramasse dans le verger. Et on fabriquait du fumier. Et on est allé plus loin en fabriquant nous-mêmes. On a monté un lombricompost où on ajoute des vers de terre et notre fumier est survalorisé. Et avec ça, on fait des rendements qui sont complètement différents. Arrêtons-nous dessus, parce que là encore, les gens vont dire « Ouais, non, mais il va aller trop vite, ne pas comprendre, etc. » Vous mélangez le fumier, qui sont les déjections des moutons et des cabris, à de l'herbe. Oui. Ça fait une espèce de matière, on va dire ça comme ça. Et vous mettez des vers de terre dedans. Voilà, on met des vers de terre dedans. Et ça sert à quoi de mettre un vers de terre? Les vers de terre, ils vont consommer la matière brute et ils vont faire une toute petite crotte. Et là, c'est vraiment... Cette crotte, c'est du super engrais. Voilà, c'est de l'or. C'est de l'or. De l'or. Bon, mesdames, messieurs, si vous avez des lombriques chez vous... Et on récupère, alors, on arrose en permanence le fumier pour... Les vers de terre ont besoin d'humidité. Et donc, bien évidemment, il y a une eau qui coule. D'accord? C'est l'excédent d'eau. Ça purge un peu. Et on récupère cette eau-là et elle nous sert d'engrais foliaire. Alors, c'est-à-dire qu'on met 1 litre dans 10 litres d'eau et on peut pulvériser. Et c'est une matière organique? C'est une matière organique. Qui permet de valoriser vos cultures. Valoriser. Et on peut même arroser nos sols avec. Et ça nous enrichit. Et ça nous, effectivement, on va dire qu'on ne peut pas encore se passer totalement d'engrais. Mais on expérimente, mais on va vers ça parce que c'est des coûts aussi. Acheter là, en fait, vous êtes dans une agriculture qui devient ultra raisonnée. Raisonnable. Et raisonnable. Et après, dans notre activité agrotourisme, nos clients peuvent consommer la viande de mouton et la viande de cabri. Et donc, nous, on n'est pas dans l'intensif, on n'utilise pas d'intrants, on n'achète pas des compléments alimentaires pour nos animaux et tout ça, parce qu'en réalité, notre chasse, on n'a pas beaucoup d'animaux, on reste raisonnable, mais on se rattrape sur le produit transformé. C'est pour ça, et en fait, sur votre exploitation, tous ces éléments-là vous permettent, à la limite, de donner à manger à vos touristes qui arrivent. Mais voilà, donc, si vous voulez, les choses rentrent les uns dans les autres. Et au bout de ça, j'ai créé un point de vente à la ferme. Ce qui me permet d'avoir une vente directe des produits qui sont difficiles à commercialiser dans le supermarché. Les châtaignes, des choses qui sont fragilisées. Et les pommes d'eau, ce sont des choses qu'on ne peut pas vendre au supermarché parce que les délais et tout. Et là, on fait de la vente directe. C'est frais. Et cette petite boutique me permet aussi de vendre des produits transformés, du jus, du miel, des confitures, tout ce qui peut être transformé en petite quantité, très bon, que mes clients effectivement apprécient. Est-ce que votre exemple peut être démultiplié? Est-ce qu'on peut partir de ce que vous faites? Il y a déjà beaucoup de collègues qui y sont, notamment des jeunes qui se sont lancés sur le chemin. Est-ce que M. Tisgras à Foncé-Denis fait ce que vous faites en fait? Est-ce que ça ressemble à ce que vous faites? Oui, ça ressemble, oui. Et est-ce que on a démarré ensemble, oui, ça ressemble. Oui. Le système, moi je pense que c'est aujourd'hui le moyen le plus probable pour effectivement garantir un revenu qui est convenable. Et puis aussi, je pense que, alors, nos clients les appellent les locavores parce que... Les locavores? Oui, ce sont des gens qui sont tout près et qui effectivement consomment le produit local. Et ils sont à proximité et bénéficient effectivement de la proximité des produits frais. Et en même temps, ça nous permet d'avoir de l'argent direct. Donc c'est un échange entre nos clients. C'est un écosystème entre vous et l'ensemble des habitants. Voilà, ils nous font vivre. Et moi, je pense que nous sommes capables tous les jours, j'ai un vieux rêve. C'est peut-être un grand marché où nous sommes capables en direct de vendre tous nos produits. Et moi, je pense que c'est faisable. Et que nos clients, les clients martiniquais peuvent nous suivre. Ils sont demandeurs. Et au fur et à mesure, on marche dessus, mais je pense qu'à un moment, on y arrivera. Un, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Et deux, on vous pose la question de quand est-ce que vous vous y mettez sérieusement? Parce qu'il y a eu des projets, il y a eu plein de choses. Mais on a déjà des projets, par exemple, à Sainte-Marie, il y a un marché
du Nord qui est effectivement circuit court, Ouais. qui marche très très bien. Ah, il nous en manque un petit peu, alors de plus en plus, non, mais ça c'est très, très... Vous êtes optimiste sur l'avenir de l'agriculture? Ah, très très optimiste. Moi, ce que j'ai déjà réussi à faire et tout, moi, Emile Rosali, avec mes petits moyens, parce que bon, c'est vrai que on dit beaucoup de choses, mais on a oublié de dire que au départ, la plupart d'entre nous, les Martiniquais, nous sommes, on va dire, nous avons un handicap terrible. C'est lequel? Financier, Ouais. structurel, etc. Et nous, vraiment, on mérite une autre approche. C'est-à-dire que nous, on mérite du rattrapage. Je veux dire que si aujourd'hui, le gouvernement français décidait de dire, bon voilà, nous, on se rattrape, il y a des entreprises en Martinique, nous décidons effectivement de les accompagner convenablement. Je rappelle que quand je me suis installé, en France, quand un jeune agriculteur est en installation, il recevait des sommes astronomiques que nous, ici en Martinique, on n'a jamais reçues, alors que nous, on était très en retard par rapport à eux, parce que les exploitations agricoles qu'on avait n'étaient ni désenclavées, il n'y avait rien. Donc, vraiment, je dis toujours, on est des vrais champions, parce que personne n'a pris en compte le fait qu'on créait des entreprises. Donc, on a dû perdre beaucoup d'argent, etc. Mais je voulais dire aussi que les fonds européens pour les agriculteurs, beaucoup d'entre nous, ça nous a beaucoup aidé. Donc là, la politique agricole commune, c'est quelque chose qui a fortement aidé les Martiniquais. Je ne vais pas cracher dessus. Je dis que j'ai essayé de bien utiliser pour pouvoir progresser. Je continue toujours, j'ai d'autres projets. Notamment à travers les fonds du POSEI. Les fonds du POSEI, etc., bien utilisés. Et derrière, je voulais dire que quand on utilise bien, qu'on progresse au fur et à mesure. Parce que quand on est dans l'agriculture, il faut dans un cheminement de progrès et de savoir où on veut aller. Alors, rappelons pour les gens qui nous écoutent, parce que j'essaie systématiquement de ne pas passer rapidement sur ça, le POSEI, c'est une aide spécifique pour les productions d'outre-mer. Nous retirer. Oui, il y a eu une bataille homérique là, et l'Europe finalement a cédé. J'aimerais que vous puissiez, comme on est arrivé au terme de l'émission, que vous puissiez nous rappeler ce petit épisode du début de votre carrière en tant qu'agriculteur, puisque vous avez des terres, et puis là, les terres sont magnifiques, et il y a des gens qui viennent vous voir, qui vous disent « Émile, ça vous fait, c'est banane ». Oui, bien sûr. Les barons de la banane sont venus me voir. Les barons de la banane. Ah non, j'avais beaucoup de respect pour ces messieurs-là. C'était des messieurs... Les barons de la banane. Oui, c'était des messieurs qui avaient des chemises transparents avec toujours de l'argent, tout ça. Vous n'allez pas nous donner de nom, là. Non, je ne donne pas de nom, mais je me rappelle d'eux. Moi, quand je les regardais... c'est des gens qui tenaient l'argent. Ah oui, c'était des gens respectés. Est-ce qu'on a fait beaucoup d'argent dans la banane? Au début, il y a les malins, ceux qui passaient ramasser des bananes dans la campagne. Ils n'ont pas un bananier planté. C'était les ramasseurs. Ceux-là ont fait de l'argent. Ah, ils ont gagné de l'argent. Ils n'ont pas un bananier planté, ils passent ramasser. Et comme les gens n'avaient pas de besoin de payer d'électricité ni de l'eau, ils n'avaient pas ça chez eux, ils avaient quelques bananiers. Bon, juste pour acheter une bouteille d'huile et puis un peu de sel et puis un sachet de sucre. Les gars savaient mesurer ça et ils faisaient de l'argent. C'est dingue, ça. Oui, ah oui, c'est. Et après, bon, les planteurs ont quand même gagné leur vie. Oui, alors après, ils ont gagné leur vie, mais ils ont laissé. Alors, au départ, ce sont les Antillais, les Noirs qui ont commencé la banane et après, les Bétiers après. Les Bétiers, ils ont diversifié. Voilà, ils ont ouvert le truc et puis ils se sont amusés dedans. Ouais. Donc, c'est un petit peu ça. Et donc, ils viennent vous voir, les barons viennent vous voir. Voilà, les barons viennent me voir, ils me disent, bon, voilà, tu vas planter de la banane parce qu'il y a de quoi. Et ils m'ont emmené des plants et tout. Et c'est un voisin qui est venu me voir qui m'a dit, non, ne fais pas ça parce que déjà, il y a un produit qui s'appelle le thémique. Le fameux thémique. Aïe. Il m'a dit, si tu mets ça dans ta terre, tu tueras à 2 km. Donc, c'est un poison. Monsieur Rosali, si on tue un rat à 1 km, allez voir une personne. Exactement. D'ailleurs, on l'a déjà rappelé dans ces émissions, le thémique, ça a tué quand même quelques Martiniquais. Ah, mais beaucoup. Les empoisonnements, on a tué des chiens, des choses comme ça avec. Et donc, à ce moment-là, il commence à me dire, oui, mais en plus, la banane peut avoir des problèmes extérieurs, reste dans ton environnement. On a un besoin, tu verras, un jour, tu as besoin de... Si tu as des enfants, tu descends du sachet de lait. Enfin, il m'a expliqué. C'était quelqu'un de conscient qui vous disait, la banane, c'est peut-être pas... C'est un gars qui était d'avant-garde. Il avait déjà tout compris. Il avait tout compris. Et je ne regrette pas qu'il m'ait donné ce cheminement-là. C'est un très, très bon conseil. Et c'est pour ça que je dis aux jeunes, il faut écouter les anciens des fois. Bon, mais
il y a quand même de la place pour la banane ou pas? Ah non, j'ai jamais rejeté la banane. Hein. Non, Ouais. les gens qui font de la banane, ils ont le droit de faire de la banane. Parce qu'il y a un marché, ils le prennent. Ouais. Mais ça, bon, quand j'entends les gens parler en disant il faut enlever la banane, mais laissez la banane faire leurs affaires. Ouais. Nous allons faire notre chemin. Moi, ce que j'ai appris, c'est de ne pas regarder les autres. Nous, quand on a les moyens, parce que moi, surtout, l'idée de pouvoir réussir aussi, et qui, dans mon esprit évolutionnel, c'est de dire, je ne veux pas qu'on dise demain que nous, les Antillais, les Noirs, on a de la terre, on réclame la terre, on la réclame, et puis nous pas qu'à faire un pays. Ouais, parce qu'on C'est ça a le vu, plus grave. on a vu ça tout à l'heure. Ah ben c'est ça. Ouais. Donc quand tu l'as, il faut faire l'exemple pour dire aux gars, donnez-nous parce que regardez, ceux qui l'ont eu, regardez ce qu'ils sont capables de faire. Alors pas venir de nous que nous ne pouvons pas faire. Donc il faut nous donner la terre. Et c'est pour ça que je me bats, c'est pour qu'on ait une réalité, une agriculture structurée, pour que demain, on puisse effectivement avoir de la terre disponible pour les jeunes qui viennent, pour qu'ils puissent effectivement s'installer et dire que c'est possible. Mais moi, j'y crois vraiment. Bah, de toute façon, votre exemple, à mon avis, risque de faire... vous risquez de faire des émules ce soir. En tout cas, je voulais dire aussi que je suis formateur et j'ai formé beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont installés, qui sont bien. Il faut qu'on continue et c'est pour ça que je voulais justement rapidement le dire, envoyer un message à l'Éducation nationale pour leur dire que tous les jeunes qui sont en décrochage et tout, et si au lieu de faire venir des policiers pour contrôler la délinquance à 10 000 euros, ça aurait été de nous donner une petite somme et nous mettre ces jeunes-là. Et moi, j'ai fait l'expérience avec les collèges en immersion. Et je vois qu'il y a beaucoup de jeunes intéressés parce qu'au départ, quand ils arrivent chez nous, ils ont des préjugés, mais quand ils arrivent sur les exploitations qui sont structurées, où il y a de la vie, où les choses se déroulent, ils voient la production, ils sont tout de suite intéressés. Et ceci étant dit, ils ne sont pas obligés de rester dans l'agriculture, mais pendant les 4-5 ans qu'on les aura, ils auront pris conscience et on peut leur tracer un chemin. Et j'ai formé de nombreux jeunes qui ne sont pas forcément restés dans l'agriculture, mais qui aujourd'hui ont un chemin. Et moi, je pense qu'il faut qu'on trouve entre la Chambre d'agriculture, l'Éducation nationale, les centres de formation, je l'ai déjà dit plusieurs fois, il faut qu'on mette en place une convention pour qu'effectivement, dès qu'un jeune décroche, il a 15 ans, pas trop vieux, parce qu'à 18 ans, c'est fini, pouvoir les récupérer et puis effectivement leur donner une formation pour qu'ils avancent. La fonction sociale, la fonction pédagogique de l'agriculture. Monsieur Rosalie, merci d'avoir accepté notre invitation. On arrive au terme de l'émission. Très classiquement, je vais chroniquer avec vous et pour vous quelques petits livres. Je continue ma collection d'Aimé Césaire. Donc, cette semaine, c'est Une saison au Congo. Je ne dis rien de l'ouvrage, je vous le recommande. Même si vous ne le lisez pas. Je vais le lire. Je lis beaucoup. Mettez-le dans votre bibliothèque. Je lis beaucoup. Nous avons la chance d'avoir cet auteur qui vient de chez nous, qui vient du Nord Atlantique. Donc, profitons-en. Et en plus, c'est mon bienfaiteur. Et en plus, c'est grâce à lui que vous avez eu vos terres. Voilà. Puisque je rappelle que la ville de Fort-de-France ne savait pas quoi faire de 60 hectares de terres agricoles au Robert dans les années 80. On parle beaucoup des béquets régulièrement, mais il n'y a pas beaucoup d'ouvrages écrits par des béquets sur les béquets. Eux-mêmes. Alors celui-là, je vous le recommande. Bef Bétia Canbétier, Élodie Dujon-Jourdain et René Dormois-Léger, Mémoire de béquets. EES, donc 2 femmes. C'est intéressant ça. C'est très intéressant. Vous allez apprendre beaucoup de choses vues de l'intérieur de la communauté. Tous ces bouquins que je suis en train de vous chroniquer, vous pouvez les retrouver à la librairie antillaise, qui est notre partenaire. Alors, l'un des membres du casting, Monsieur JJ, est mort il n'y a pas très longtemps. C'est le gang des Antillais de Loïc Léry. Qui est décédé il n'y a pas longtemps. Voilà, il est décédé, il s'est suicidé. Et c'est un film magnifique, c'est un bouquin surtout. Il faut d'abord dire que c'est un livre dont le film a été inspiré. Et puis, bon, le polar un peu non politiquement correct du tout, c'est American Psycho, Bret Easton Ellis. Ce livre a été interdit au Royaume-Uni pendant de longs mois. C'est très dur, mais vous comprendrez un peu mieux comment un pays comme les États-Unis peut être un pays de folie absolue à travers l'histoire de ce jeune fou furieux Golden Boy new-yorkais
à travers le racisme, à travers la xénophobie, à travers cette espèce de folie contre les femmes. Lisez ça. D'ailleurs, autour à Zouk TV, il y a des gens qui l'ont lu et qui m'ont dit, effectivement, c'est révélateur. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Rosalie. Merci à vous. Oui. Et à la semaine prochaine. Merci de votre fidélité. À bientôt.